Bien, on va essayer de rattraper le temps. J'imagine que sur la dernière session, les gens vont être très pressés, donc on va essayer de tenir dans les temps. Je suis très heureuse d'être là enfin et de pouvoir assister de nouveau à ces journées d'HTAP. Et on va commencer cette dernière session par Jean-Luc Vacchieri, qu'on ne présente plus, qui va nous présenter donc les hypertensions pulmonaires associées aux cardiopathies gauches. Déjà pu voir la première session, merci beaucoup. La première session présentée par Gérald, c'est la définition. Et après beaucoup de discussions, en ce qui concerne les cardiopathies gauches, on a décidé de maintenir la mesure de pression d'occlusion à 15 mm de mercure pour définir l'hypertension pulmonaire post-capillaire, mais d'introduire la résistance à 2 unités Wood pour déterminer la présence d'une composante précapillaire. Donc on a gardé la terminologie isolée post-capillaire et combinée post- et précapillaire. C'est important de le dire dans ce sens-là, pour bien rappeler que le phénomène initial est post-capillaire. Et la question de la résistance aussi s'est posée dans la discussion. Et pour garder une certaine consistance dans la définition générale, on a donc proposé de garder la résistance à 2 unités Wood et de ne plus tenir compte du gradient diastolique, du DPG, qui avait été beaucoup critiqué pour probablement de très bonnes raisons qui sont essentiellement liées à la difficulté de la mesure. Alors, il y a beaucoup de choses que vous savez sur les maladies du cœur gauche. La chose la plus importante à savoir, c'est que c'est une maladie différente de l'HTAP. Le phénomène anormal initial qui est à l'origine de la maladie ou de l'hypertension pulmonaire, c'est l'élévation de la pression auriculaire gauche. Dans la majorité des cas, les patients vont développer une élévation passive. On ne sait pas si le fait d'avoir une pression pulmonaire au-dessus de 20 mm de mercure est directement lié à l'évolution clinique, mais on sait en revanche que quand il y a une composante précapillaire, les patients se comportent de façon très différente de la plupart des patients souffrant de maladies du cœur gauche, principalement au niveau des symptômes, de l'impact sur la tolérance à l'effort et aussi de la morbidité. Deux exemples que je voudrais vous montrer, qui sont évidemment pas dans les guidelines, mais qu'on connaît bien, c'est la réponse à l'effort des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Vous avez ici une des variables que nous utilisons en pratique courante, c'est la pente entre la ventilation et la production de CO2. Vous voyez le sujet normal en lettres en dotted line, maintenant je ne sais plus. Comment tu dis? Non, c'est pas des pointillés. En très très bon, on s'en fout. Et ce que vous voyez, c'est que plus on développe de l'hypertension pulmonaire, plus la pente VVCO2 va se verticaliser et les patients qui ont une combinaison post- et précapillaire auront une pente VVCO2 qui va se rapprocher très fort de celle qu'on retrouve dans l'HTAP. C'est une des caractéristiques de la maladie. Et il y a un très bon papier qui vient de paraître de l'équipe de Barry Borlaug qui s'est intéressé à l'impact de la composante précapillaire dans les hypertensions pulmonaires associées aux maladies du cœur gauche. C'est une grande étude prospective où ils ont fait de l'ergospirométrie avec des mesures de KT. Et ce qu'ils montrent, c'est que quand les patients qui ont au départ une insuffisance cardiaque, la majorité ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, commencent à faire un effort physique, mais en réalité, ils ont beaucoup plus de découplage ventriculo-artériel que les autres. Ils sont beaucoup plus hypoxémiques. Ils ont véritablement un comportement qui est très différent des insuffisants cardiaques standards ou des patients qui ont des maladies cardiaques gauches. Donc cette composante précapillaire a un rôle et un impact chez les patients qui ont une maladie du cœur gauche.
Sur le plan pathophysiologique, on a ce joli dessin. Il y a beaucoup de jolis graphiques et de jolis dessins dans les guidelines. Celui-ci c'en est un qui est intéressant, je pense, pour un but éducatif, pour bien montrer l'évolution progressive et tous les éléments qui contribuent au développement de la maladie vasculaire pulmonaire, depuis la dysfonction auriculaire, l'élévation de la pression auriculaire gauche, jusqu'à un vrai remodelage vasculaire et l'atteinte ventriculaire droite qu'on voit dans les formes les plus avancées de maladie cardiaque gauche, avec des degrés divers de découplage ventriculo-artériel. Alors, ça a déjà été abordé hier, et c'est un sujet très important. La question est toujours de savoir, quand on est en clinique face à une patiente ou un patient, quelle est la probabilité pré-test d'avoir une maladie du cœur gauche comme cause de l'hypertension pulmonaire, et quel est le phénotype des patients qui ont ces fameuses combinaisons pré- et post-capillaires. L'idée qui nous avait un peu trotté dans la tête était de se dire, finalement, ce que l'on pourrait faire, c'est de proposer une table d'évaluation qui permettrait d'approcher la probabilité de maladie du cœur gauche comme cause de l'hypertension pulmonaire, essentiellement pour déterminer quels malades doivent aller au caté et aussi quel type de caté. Est-ce qu'on va faire un caté droit simple? Est-ce qu'il faut faire un caté gauche? Est-ce qu'il faut faire un test de remplissage? Et donc l'idée de ce phénotypage et de la probabilité de maladie cardiaque gauche comme cause de l'hypertension pulmonaire comprend des dimensions cliniques, des dimensions de routine et des examens avancés. Les dimensions cliniques, elles sont connues, c'est l'âge, l'obésité, enfin l'hypertension, c'est-à-dire tous les marqueurs du syndrome métabolique, le fait d'avoir ou pas une maladie cardiaque gauche au départ. Donc si vous avez un patient avec une valvulopathie mitrale connue et une hypertension pulmonaire, la probabilité que ce soit de l'HTAP est quand même relativement faible. La fibrillation auriculaire, c'est un point important, c'est ça, surtout chez les sujets plus âgés, c'est un des marqueurs de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est assez rare au moment du diagnostic dans l'HTAP, comme vous savez, même si ça peut évidemment arriver. Évidemment, la présence d'une maladie structurelle et d'anomalies électro qui vont tirer plutôt vers la gauche nous donneront plus une indication de probabilité élevée d'hypertension pulmonaire liée à une cause gauche. Dans la routine, l'écho est importante. Donc Pamela vous a montré hier tous les indices échocardiographiques. Alors il y en a beaucoup. Les échocardiographistes en inventent chaque année une bonne petite dizaine, mais il y en a quelques-uns qui sont importants. C'est principalement la dilatation de l'oreillette gauche et la présence, ou plutôt l'analyse du flux mitral, qui nous donne une indication d'avoir plus ou moins de traits de maladie cardiaque gauche. Et enfin, et ça c'est nouveau par rapport aux recommandations des proceedings de Nice, l'ergospirométrie, donc ça y était déjà. Donc la ventilation périodique qu'on voit au cours de l'effort, c'est un des marqueurs de l'insuffisance cardiaque. On le voit très bien à l'ergospiro. Et on a ajouté effectivement la résonance, pour celles et ceux qui aiment bien la résonance, avec finalement pratiquement les mêmes anomalies, les mêmes traits que ce qu'on va retrouver à l'écho. Alors, dans les recommandations, il y a des choses qui ont changé. On a quand même pas mal de recommandations de classe 1. Le caté, effectivement, qui est recommandé, mais pas chez tous les patients, uniquement chez les malades chez lesquels on pense que le caté peut nous aider à la prise en charge. On a ajouté un élément qui est important, peut-être moins important dans le monde de l'hypertension pulmonaire, mais qui est très important dans le monde cardiologique. Vous savez que maintenant, on a beaucoup de techniques qui permettent de faire des corrections de maladies valvulaires par voie percutanée, en particulier des corrections de la valve tricuspide. On s'est rendu compte avec un peu d'horreur que très peu de ces malades avaient des cathés droits avant, et pas mal peuvent avoir des corrections de la valve tricuspide, alors qu'en réalité, ils ont des hypertensions pulmonaires. Donc la recommandation ici est très forte. Elle consiste à faire des cathés droits chez des patients qui doivent avoir des interventions valvulaires. Référer les malades les plus graves dans les centres de compétences ou les centres spécialisés dans l'hypertension pulmonaire, c'est évidemment important pour déterminer la décision de traitement. Et en regardant le rôle de la résistance, c'est une discussion qu'on a eue hier avec Gérald sur qu'est-ce qui est important comme sévérité de l'hypertension pulmonaire à mettre en rapport avec le profil et le phénotype des patients. Mais si vous avez un malade ou une malade à plus de 5 unités Wood de résistance et une maladie du cœur gauche, il faut s'interroger sur la présence d'une maladie, une vraie maladie vasculaire pulmonaire qui pourrait donner lieu à une prise en charge un petit peu différente. La proposition du test de remplissage a été maintenue, c'est maybe considered, donc pourrait être envisagé chez des patients qui ont des papos entre 13 et 15 mm de mercure. C'est une marge assez faible, mais ça représente
représente quand même un petit pourcentage de patients chez lesquels on peut, par un test de remplissage, un test de provocation, mettre en évidence une composante cardiaque gauche. Ça ne veut pas dire que ça signe le diagnostic, en particulier pour l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, mais en tout cas, ça nous donne une indication d'une probabilité, d'une contribution à la maladie vasculaire pulmonaire. Et enfin, on a gardé une recommandation très forte et négative contre l'utilisation des traitements de l'HTAP pour les maladies du cœur gauche, les hypertensions pulmonaires liées aux maladies du cœur gauche. C'est vrai pour tous les traitements de l'hypertension pulmonaire. Et on réinsiste, alors cette figure est dans le supplément, mais elle est importante parce qu'en tout cas pour les cardiologues, parce que ça remet un peu le problème au centre des préoccupations, c'est-à-dire qu'avant de s'occuper de l'hypertension pulmonaire chez les patients qui ont des cardiopathies gauches, il faut s'occuper de la maladie de départ. Il faut traiter l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, corriger les maladies valvulaires. On a maintenant des traitements pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, comme les glyphlosines, l'empagliflozine et la dapagliflozine, et on a des thérapies avancées. Je pense par exemple à l'implantation d'une pompe d'assistance ou la transplantation chez des patients qui ont des fractions d'éjection altérées. Donc il faut, avant de s'occuper de l'hypertension pulmonaire, il faut s'occuper du cœur. En tout cas pour les maladies du cœur gauche. Alors on avait aussi dans les questions PICO une question qui était posée, qui était de savoir si les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 pouvaient être utilisés chez les patients avec des formes combinées post- et pré-capillaires. En réalité, en faisant la littérature, on le savait, mais c'est toujours bien en utilisant une méthodologie rigoureuse comme le PICO, on s'est rendu compte qu'il y avait pas d'études qui s'intéressaient à la population CP-CPH, même avec l'ancienne définition. Et donc, on pensait que ce n'était pas possible de donner une recommandation en faveur ou contre. En revanche, ce qui apparaît clairement, c'est que chez les malades qui ont des hypertensions pulmonaires post-capillaires isolées, l'utilisation des inhibiteurs PDE5 n'est pas recommandée. Vous voyez que c'est une classe 3 de recommandation. C'est toujours un niveau d'expert parce qu'on n'a pas d'essais cliniques randomisés contrôlés qui ont posé la question comme elle a été posée dans le PICO 2. Alors, depuis lors, il y a 2 études qui ont été publiées. Je vais aller très vite, la plupart vous les connaissez, mais les 2 dernières, c'est HELP-HF, lévosimendan donné par intermittence chez des patients bien sélectionnés par voie intraveineuse. Donc, c'est un sensibilisateur des canaux calciques qui a une action purement cardiaque. Critère de jugement primaire, c'était la PAPO à l'effort. Le critère de jugement primaire n'a pas été atteint. Il y a une petite augmentation d'une quinzaine de mètres du test de marche de 6 minutes. Donc, ce n'est pas vraiment une étude qui est très positive. Et enfin, la dernière en date, c'est l'étude dynamique, le riociguate, chez les patients avec des insuffisances cardiaques à FEVG préservées. Le critère de jugement primaire est un peu bizarre, c'est la modification du débit cardiaque. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une amélioration du débit cardiaque d'1 demi-litre par minute, mais il n'y a aucun effet sur les critères de jugement secondaire, pas de changement sur le BNP, pas de changement sur la qualité de vie. Et surtout, il y a un taux d'arrêt prématuré qui est assez important, c'est à peu près 21-25% dans l'ensemble de l'étude, mais c'est beaucoup plus fréquent dans le groupe riociguate que dans le groupe traité. 31% de patients sous Rio ont dû interrompre l'étude prématurément, quelle que soit la raison pour laquelle elle a été arrêtée. Donc on est encore très loin du compte. On est d'autant plus loin du compte qu'il y a ici 3 études qui ont été arrêtées dans les hypertensions pulmonaires post- et pré-capillaires, Soprano, Southpaw et Serenade. Macitentan dans l'ordre, le tréprostinil oral et remacitentan pour Serenade, sont des études vraiment qui s'intéressaient aux formes post- et pré-capillaires combinées. Elles ont toutes été arrêtées avant la fin, faute de recrutement ou parce que le sponsor a décidé qu'il fallait arrêter. Mais on est quand même assez inquiet de voir que dans l'étude Southpaw avec le tréprostinil oral, il y avait plus de drop-out dans le groupe traité que dans le groupe placebo. Et alors l'étude Serenade, on avait fait Mélodie, on pensait que c'était bien et que l'histoire était terminée, mais d'autres collègues ont pensé que c'était plus malin de refaire la même étude, mais en mieux. Et en réalité, c'était pas la même étude, c'était même plutôt moins bien, et c'était pas beaucoup mieux, puisque le critère de jugement primaire, qui était le changement de NT-proBNP après 24 semaines de traitement, n'était non seulement pas atteint, mais on avait arrêté Mélodie parce que les malades avaient tendance à développer des édèmes. On s'est rendu compte que dans Serenade, c'était la même chose. Donc, même quand on fait du run-in, quand on sensibilise les patients au macitentan, dans les maladies du cœur gauche, ça ne fonctionne pas.
je pense que l'histoire peut s'arrêter là. Alors, quelques messages à ramener à la maison. L'insuffisance cardiaque, ou plutôt, en général, les maladies du cœur gauche et plutôt l'insuffisance cardiaque, ça reste une cause importante d'hypertension pulmonaire. C'est probablement la plus fréquente, mais il y a seulement une toute petite proportion de patients qui va développer une forme précapillaire. Dans la démarche diagnostique, on propose maintenant de vérifier le phénotype, de vérifier les facteurs de risque et d'indiquer le cathé droit uniquement quand on a un doute et quand on a l'impression que le cathé peut modifier la prise en charge des patients. Donc, il ne faut pas cathétériser tous les insuffisants cardiaques. Il faut vraiment plutôt s'intéresser à ceux qui ont des formes plus sévères ou qui ont des vraies maladies vasculaires pulmonaires. Traiter la cause sous-jacente, on a maintenant les inhibiteurs SGLT2 pour l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Ça pourrait changer le profil parce qu'un des effets, c'est effectivement un effet de diminution des pressions intracardiaques. L'effet de ces traitements, c'est principalement celui-là. Et enfin, la dernière recommandation qui reste très forte, c'est une recommandation négative sur l'utilisation des traitements de l'HTAP dans les maladies, dans les hypertensions pulmonaires, des maladies du cœur gauche. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci Jean-Luc. Ça marche? Ça marchait? Oui, voilà. Merci Jean-Luc, c'était très clair comme toujours. J'avais une question. Quand on a un patient un peu âgé, on a un cathé initial, on ne trouve aucune cause, on a fait tout le bilan et on a des résistances par exemple à 6, il a 13 de PCAP au repos, et qui est vraiment un profil précapillaire, on le remplit et on démasque une part gauche. Pour toi, on doit le classer comme une HTAP idiopathique qui aurait une comorbidité d'insuffisance cardiaque gauche à fraction d'éjection préservée, ou le mettre dans les combines post et pré? J'ai bien compris que l'idée de ce groupe, c'est des post-capillaires qui ont donné une atteinte précapillaire. Ça modifie un peu la prise en charge. Oui, bien sûr. Quand on s'est posé cette question, on s'est dit on va peut-être ouvrir la boîte de Pandore et créer un monstre et on va avoir des patients avec des tests de remplissage anormaux. Le patient que tu décris peut avoir un test de remplissage anormal avec une vraie HTAP et on voit des papos monter parfois à 18-20 mm de mercure avec des ventricules droits qui sont comme ça, des oreilles droites qui sont super dilatées. Donc nous, ce patient, on va le considérer comme une HTAP avec une comorbidité. Si on a, alors peut-être que l'histoire serait différente avec ce malade avec 6 unités août de résistance et en fibrillation atriale et un test de remplissage anormal. On aura tendance à effectivement regarder le profil de risque et traiter le malade peut-être avec un peu de prudence pour un ERA, mais le cas que tu décris, clairement, ce sera plutôt une HTAP avec une comorbidité cardiaque. C'est une question et un complément. Est-ce que dans vos discussions, vous avez intégré la POD dans l'interprétation de la PAPO et ou du test de remplissage? Alors, dans les discussions, oui. Dans les écrits, pas tellement. Mais c'est vrai que c'est... Alors, je virai cette dia parce que sinon j'allais parler pendant des heures. Mais quand on regarde les valeurs de POD des malades inclus dans les essais cliniques médicamenteux des HTP, des maladies du cœur gauche, toutes les POD, dans toutes les études, sont supérieures à 10 mm de mercure. Et elles sont d'ailleurs en général à 15 mm de mercure. Ce n'est pas ce qu'on voit dans l'HTAP. On voit plutôt des POD plus basses. Mais ça pose vraiment la question de savoir comment les malades ont été essorés avant d'aller en salle de cathé. Je pense qu'avec les inhibiteurs SGLT2, on va en voir un peu moins des POD élevés. Autre question? Oui. Moi, j'ai une question pratique. Le test de remplissage, vous avez une quantité précise pour faire ce test? Et je voudrais savoir aussi si vous utilisez des tests dynamiques d'effort aussi, si vous mesurez les pressions à l'effort et les résistances à l'effort. Oui, on fait les deux. Alors pour le test de remplissage, c'est facile. C'est un demi-litre de sérum physiologique en moins de 5 minutes avec une manchette à 200 mm de mercure pour être sûr que ça passe bien en moins de 5 minutes. Et ce qu'on voit D'ailleurs, on pourrait très bien simplement lever les jambes des patients, faire du leg raising, ça marche très bien. Ça permet de recruter 300 à 500 millilitres facilement et ça donne des résultats à peu près aussi bons que de flinguer un demi-litre de sérum physiologique. Et pour ce qui est de test d'effort, oui, on le fait. C'est plus complexe parce qu'il faut avoir un peu d'expérience, en particulier sur la lecture de la PAPO à l'effort. Mais c'est la lecture de la
PAP à l'effort, ça reste aussi compliqué, mais c'est plus physiologique, ça donne à peu près le même type d'information. L'avantage du test d'effort, c'est qu'on peut mesurer la pente entre la papo et le débit cardiaque. Et là, pour le coup, David, on a quand même ces fameux 2 unités Wood de rapport. Au-dessus de 2 unités Wood, on a plus un trait gauche. C'est un des critères hémodynamiques qui est retenu pour faire un diagnostic d'insuffisance cardiaque à FG préservé. Une autre question, oui. Juste pour rebondir sur le côté pratique du test de remplissage, lorsque c'est pour ces patients qui ont la PCP entre 13 et 15 et on discute le test de remplissage, est-ce qu'il y a un seuil de POD au-delà duquel on considère que c'est inutile et que quelqu'un qui est déjà, par exemple, à 12 ou 13 aura forcément monté sa PAPO s'il a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée? Est-ce qu'on a déterminé une sorte de seuil pour faire ou non le test? Alors, il n'y a pas vraiment de seuil. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup de la manière dont on a réfléchi avant d'aller en salle de cathé. Et la façon dont on a correctement phénotypé le patient. Nous, c'est ce qu'on fait avant de mettre les malades en salle de cathé. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Et quand on regarde les quelques études qui sont intéressées, en particulier celle de Dalto, on voit que c'est ce que je dis à Nicolas, les valeurs de POD sont systématiquement plus élevées. Donc 10-15, ça va rester la même chose. Alors, la question qui s'est posée, c'est le delta, c'est-à-dire de combien la PAPO, la PCP doit monter pour vraiment signer un diagnostic. Et là, personne ne le sait. Personne ne sait si c'est 5-10 mm de mercure. Mais le seuil de 18, le seuil de 18, ça qualifie pour une réponse anormale. Ça ne signe pas un diagnostic, mais c'est une réponse anormale. Jean-Luc, parmi les candidats à une transplantation cardiaque, est-ce que vous avez des patients encore qui gardent des niveaux de résistance élevés, qui nécessitent de discuter une transplantation cœur-poumon? Ou est-ce qu'avec les assistances gauche, vous arrivez à optimiser le niveau de résistance avant la transplantation? Et sinon, quel est le seuil limite? C'est l'option 2. Donc on a très très peu de patients qu'on récuse pour greffe parce qu'ils ont des résistances augmentées. Le seuil qui est traditionnellement proposé, c'est entre 3 et 5 unités Wood. Il faut commencer à s'inquiéter. Au-dessus de 5, c'est interdit. Mais on se rend compte que quand on fait des traitements avec du lévocimandant, avec les nouveaux traitements de l'insuffisance cardiaque, on arrive déjà, avant l'implantation des pompes d'assistance, à réduire les résistances de façon assez substantielle. Le problème qui peut se poser, c'est l'apparition tardive des malades qui sont assistés, l'apparition tardive d'une insuffisance cardiaque droite chez des patients qui ont une pompe d'assistance indépendamment de la résistance. Il y a un très beau papier des équipes de Ted Ford et Steven Su qui vient de sortir, qui montre que c'est une entité qui existe, un peu comme les portopulmonaires qui développent de l'hypertension pulmonaire 6 mois après la greffe. Est-ce que je peux te poser une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on passe à l'orateur suivant. Pour ceux qui sont en screening de ces malades-là, une fois que le diagnostic pré-test est fait, est-ce que la vitesse maximale transtricuspide est quand même une aide au cathétérisme cardiaque? Est-ce que les plus de 3-4, c'est systématique? Est-ce qu'entre les deux, c'est un peu au cas par cas? Entre 2,9 et 3,4, est-ce que c'est au cas par cas? Parce que elle est là la vraie question, en fait. C'est à quel moment on déclenche le cathé? Ouais. Ce qui reste vrai, et on en a aussi discuté hier, je ne donnerai pas la même réponse si j'ai un patient avec une sclérodermie ou des antécédents d'embolie pulmonaire, chez lesquels, entre 2,8 et 3,4, il faut quand même avoir un test additionnel, et ce n'est pas du luxe de faire un cathé pour faire le diagnostic différentiel. Au-dessus de 3,4, si on a vraiment un profil très très gauche, fibrillation auriculaire, 85 ans, obèse, fumeur ou fumeuse, peu importe, peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'intérêt à faire un cathé dans le diagnostic différentiel. D'accord. Merci Jean-Luc. Merci. On va passer à Magali Ladouceur qui va nous parler des hypertensions pulmonaires, des cardiopathies congénitales de l'adulte. Merci pour l'invitation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis praticien hospitalier à Pompidou. Je m'occupe des malformations cardiaques adultes et j'ai eu la chance de participer aux recommandations européennes de prise en charge des cardiopathies congénitales adultes, dans laquelle il y avait aussi une part sur l'hypertension artérielle pulmonaire associée à ces malformations cardiaques. Et donc, à partir de ces recommandations et des récentes recommandations mises à jour de l'hypertension artérielle pulmonaire,
Les premières choses à noter, c'est qu'il y a un rappel sur la définition de l'hypertension artérielle pulmonaire chez ces patients, mais surtout une classification de cette hypertension pulmonaire associée aux malformations cardiaques en 4 catégories, incluant le syndrome d'Eisenmenger, l'hypertension artérielle pulmonaire associée à un shunt systémico-pulmonaire, une hypertension artérielle pulmonaire avec des petits défects et une hypertension artérielle pulmonaire après correction du défect. Dans ces recommandations pour ce groupe de patients d'hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale étaient exclues les hypertensions pulmonaires post-capillaires du groupe 2 qu'on vient d'écouter, les hypertensions artérielles pulmonaires segmentaires comme les atrésies pulmonaires avec CIV qui ont des MAPK ou des sténoses artérielles pulmonaires par hypoplasie de l'arbre pulmonaire et les patients avec une circulation de fond de temps. Donc, l'essentiel de ces recommandations s'intéresse fait déjà des rappels sur les différents types d'hypertension artérielle pulmonaire associés aux cardiopathies congénitales. Et l'un des gros groupes encore présents chez nos patients, c'est ceux qui ont un syndrome d'Eisenmenger. Donc, pour un rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le syndrome d'Eisenmenger, le modèle le plus explicite, c'est celui de la CIV. Ce sont des patients qui, enfants, ont une CIV avec un shunt gauche-droit important, qui entraîne un hyperdébit pulmonaire et un remodelage artériel pulmonaire, qui est à l'origine d'une élévation des résistances vasculaires pulmonaires qui se fixent et finalement deviennent supérieures aux résistances vasculaires systémiques, si bien qu'il y a une inversion du shunt au niveau de la CIV. C'est un shunt droit-gauche et les patients ont une cyanose chronique. Cette cyanose chronique, elle a une importance importante parce qu'elle va entraîner une polyglobulie secondaire et du coup, une atteinte systémique qu'il est important de connaître. C'est pour ça que ces patients sont généralement suivis par les centres experts, puisqu'il y a beaucoup d'autres pathologies associées qui peuvent aggraver le pronostic du patient. On sait que ce sont des patients qui sont à risque infectieux, et en particulier, c'est des patients qui peuvent avoir non seulement des endocardites, mais des abcès cérébraux. Donc, fièvre et signes neurologiques chez ces patients doivent faire suspecter un abcès cérébral. Ce sont aussi des patients, du fait de la polyglobulie, qui ont une hyperviscosité et un risque thromboembolique augmenté, y compris la possibilité de thrombose intra-artérielle pulmonaire et d'embolie pulmonaire qui, quand elles sont aiguës, peuvent aggraver le pronostic du patient. Il y a, du fait de la polyglobulie, paradoxalement, une thrombopénie parce que toute la production des cellules sanguines est perturbée et cette thrombopénie est associée à une thrombopathie. Donc les patients ont autant un risque thrombotique qu'un risque hémorragique, ce qui est très difficile à gérer et on ne sait pas quel patient va davantage saigner et quel patient va davantage thromboser et à quel moment, parce qu'un patient peut avoir les deux complications. Après, il y a aussi toute cette problématique de la polyglobulie qui entraîne une hyperuricémie et donc des crises de gouttes et des arthropathies microcristallines. Il y a des dysfonctions endothéliales notamment qui impactent le muscle cardiaque et donc on va avoir des cardiomyopathies avec plutôt des dysfonctions diastoliques, c'est pas la dysfonction systolique ni de la dilatation ventriculaire, des pathologies rénales et des atteintes cardio-respiratoires liées notamment à la cyanose chronique. L'autre rappel est fait aussi sur la localisation du shunt qui entraîne l'hypertension artérielle pulmonaire. Cette classification est devenue maintenant très importante. On va bien distinguer les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire associée à un shunt pré-tricuspide à ceux qui ont une hypertension artérielle pulmonaire associée à un shunt post-tricuspide, parce que d'abord, elles n'ont pas le même pronostic, et ensuite, le seuil qui va autoriser la fermeture du shunt en cas de shunt significatif sera le seuil des résistances vasculaires pulmonaires sera différent selon la localisation du défect. Et enfin, il y a un rappel épidémiologique de la prévalence et de l'incidence des hypertensions artérielles pulmonaires associées aux cardiopathies congénitales de l'adulte. On note surtout une diminution très importante de l'incidence des patients avec un Eisenmenger parce que maintenant, on sait diagnostiquer et mieux traiter les enfants avec un shunt.
Et parallèlement, il y a aussi une diminution de la prévalence parce que ces patients ont une espérance de vie médiane autour de 40 ans, donc soit ils sont décédés, soit ils sont transplantés, si bien que la prévalence diminue. Reste que c'est sur les registres, alors il y a un registre européen, il y a aussi des registres espagnols et il y a un registre français. L'Eisenmenger reste quand même le groupe le plus important parmi les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire associée à une malformation cardiaque, suivi par les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire séquelaire d'une fermeture de shunt. Peut-être que cette incidence va être amenée à diminuer parce qu'on screen mieux les patients que dans les années du début de la chirurgie cardiaque congénitale, mais ça va sûrement rester quand même une incidence forte, enfin au moins 10% de nos patients. Et enfin, il y a ces HTAP illégitimes associés à des petits défects qui n'expliquent pas la survenue d'hypertension artérielle pulmonaire, qui ont peut-être pour le coup un profil phénotypique et donc génétique qui est intéressant à explorer. Et vous avez traité de ce sujet hier et je pense que vraiment ces patients nécessitent d'être très très bien phénotypés pour pouvoir des prises en charge optimales et surtout avoir des explications plus claires auprès des patients. Donc la première étape concerne le traitement de ces hypertensions artérielles pulmonaires et donc on a eu toute une discussion notamment déjà avec le groupe des cardiopathies congénitales sur la fermeture du shunt. On sait déjà que quand on a un shunt chez un patient, que ce soit une CIA ou une CIV, mais c'est surtout des CIA maintenant, on doit, et qu'on a un doute sur une élévation des pressions artérielles pulmonaires, on doit faire un cathétérisme droit pour quantifier ce shunt et pour mesurer le niveau de résistance vasculaire pulmonaire. Si ce shunt est significatif, s'il est supérieur, le QP sur QS est supérieur à 1,5 et que les résistances vasculaires pulmonaires sont basses, inférieures à 3 unités Wood, on peut autoriser la fermeture du shunt. Quand les résistances vasculaires sont entre 3 et 5, la fermeture du shunt doit être considérée, mais c'est un niveau de recommandation déjà un peu plus faible. Quand une CIA et que les résistances vasculaires pulmonaires sont supérieures à 5, que le patient est traité et que ses résistances diminuent, peut se faire discuter aussi la fermeture du shunt. Là, vraiment, on reste dans des centres experts. À partir du moment où les résistances sont supérieures à 3, ça doit être discuté en centres qui ont l'habitude d'évaluer l'hypertension artérielle pulmonaire associée à un shunt. Se discute l'utilisation des fermetures par prothèse fenestrée. Je ne les ai pas retrouvées dans les recommandations de l'HTAP, elles étaient évoquées dans les recommandations des cardiopathies congénitales. Il n'y a pas d'essai thérapeutique, donc ça se discute. Et puis pour les CIV, les canaux artériels qui ont, eux, des résistances vasculaires pulmonaires supérieures à 5 avec un shunt significatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les Eisenmenger où le QP sur QS sera inférieur à 1. Donc quand le QP sur QS reste supérieur à 1,5, toujours en centre expert peut se discuter la fermeture, mais on est déjà dans un niveau de recommandation 2B. Et enfin, chez les patients qui ont une CIA avec des résistances vasculaires pulmonaires supérieures à 5 unités Wood, malgré un traitement, il est formellement contre-indiqué de fermer le défect. L'autre nouveauté dans ces recommandations, c'est la place de l'évaluation du risque de l'HTAP associé aux cardiopathies congénitales. Chez les patients qui ont un shunt fermé, c'est comme dans l'HTAP idiopathique, enfin du groupe 1, il faut faire l'évaluation telle qu'elle est décrite. Et la nouveauté, c'est qu'elle est aussi préconisée avec un niveau de recommandation un peu plus faible, mais quand même de A chez les patients qui ont un Eisenmenger, parce qu'il y a quand même beaucoup de données qui retrouvent les facteurs qui ont été identifiés dans l'hypertension artérielle pulmonaire et qui se transposent aussi chez les patients avec des cardiopathies congénitales et une HTAP, notamment les patients qui ont des antécédents d'insuffisance cardiaque, qui ont une limitation fonctionnelle, ou les patients qui ont une classe NYHA 3 ou 4. Aussi de nombreux biomarqueurs, notamment le NT-proBNP, la CRP, la créatinine, l'albumine, la carence martiale et les paramètres échographiques de fonction VD sont des paramètres pronostiques chez ces patients, et le niveau de résistance vasculaire qui chez les doit être fait par la méthode de Fick et pas la thermodilution quand on a des patients avec un shunt résiduel.
Pour les Eisenmenger, il y a eu une énorme étude réalisée par le groupe du Royal Brompton qui a permis une collaboration internationale regroupant 11 centres experts dans la prise en charge des cardiopathies congénitales et HTAP. Donc, c'est que des patients Eisenmenger, 1098 patients. Et en analyse multivariée, dans les facteurs prédictifs de mortalité, il y avait l'âge, ce qui était, de mon point de vue, pas très étonnant, mais quand même le champ de prétricuspide, et c'est quelque chose qui sort vraiment dans tous les registres des patients qui ont un Eisenmenger. L'absence de rythme sinusal, l'hypoxie est un facteur de mauvais pronostic, et la présence d'épanchement péricardique, c'est un critère très grave qui a été retrouvé aussi dans d'autres séries. Concernant le traitement de l'HTAP, donc ce qui est révisé, c'est qu'on doit traiter ces patients en se basant sur cette évaluation du risque, et on doit avoir une approche proactive. Donc c'est pour améliorer la qualité de vie et le pronostic de ces patients. Concernant le Bosentan, ça reste une recommandation de niveau 1B, sachant qu'avant, il était indiqué de traiter les patients Eisenmenger à partir du moment où ils avaient une classe OMS 3 ou 4, et que là, maintenant, c'est écrit patient symptomatique. L'autre révision concernait les patients qui avaient un shunt fermé ou quand ils sont dans le groupe de faible risque au risque intermédiaire, un traitement combiné doit être indiqué. Et lorsqu'ils sont dans un groupe à haut risque, ce traitement combiné doit comprendre un traitement par prostacycline. Il est préférable d'avoir des traitements prostacyclines sous-cutanés, en particulier chez les Eisenmenger, du fait du risque d'embole paradoxale en présence du shunt droit-gauche. Et donc, ces recommandations sont basées sur plusieurs essais thérapeutiques. Alors, il faut savoir que dans les cardiopathies congénitales, il y a très peu d'essais thérapeutiques et ils sont quand même beaucoup réalisés sur l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, c'est un peu la force de ce groupe. C'est quand même des séries qui sont petites. Brief 5, c'était 54 patients. Le plus grand, c'est Macitentan, qui regroupait plus de 200 patients. Globalement, ça diminue quand même les résistances vasculaires pulmonaires et ça augmente la plupart le test de marche à quelques essais près. Il y a aussi des essais qui ont montré l'association, la combinaison des traitements qui montraient pour certains une amélioration du test de marche et une diminution des résistances vasculaires pulmonaires, et qui ont pris l'association de 3 thérapies avec les prostacyclines. Donc là, ce n'est pas un essai thérapeutique, c'était un registre rétrospectif multicentrique qui montrait différents types de traitements, mais une amélioration en tout cas clinique et des marqueurs pronostiques chez ces patients. Et un seul essai thérapeutique utilisant l'hyloprostinalé dans les Eisenmenger en trithérapie qui était négatif, mais sur un groupe très petit et des patients avec des sévérités cliniques assez avancées. La vraie vie, ça a été aussi un travail qu'on a fait nous en France sur tous nos centres, où on s'est rendu compte quand même que 40% de nos patients avaient des traitements combinés et que ces patients qui faisaient une mono- ou bithérapie avaient un meilleur pronostic que les patients non traités. C'était essentiellement des patients qui avaient un syndrome d'Eisenmenger. Bien sûr, les patients qui avaient des trithérapies étaient des patients plus sévères et donc le pronostic était plus grave, mais en fait, on n'a pas attendu forcément d'avoir des recommandations très claires pour déjà donner des traitements combinés chez nos patients qui ne répondaient pas forcément au traitement en monothérapie. Les autres détails dans ces recommandations concernent les traitements associés. Donc, il y a eu une révision du traitement des carences martiales qui était en 2B et passé en 2A. On sait que la carence martiale chez le patient Eisenmenger favorise le risque d'AVC. Cette carence martiale, elle est favorisée par les saignées. Donc, c'est la recommandation suivante. Ce n'est pas le traitement qu'il faut donner chez les patients très polyglobuliques si ce n'est pas nécessaire. Et l'autre chose intéressante, c'est que la supplémentation ferrique peut être faite intraveineuse. Et c'est très facilitant et efficace chez les patients déjà en insuffisance cardiaque, mais chez les patients Eisenmenger, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à mettre en place chez eux. L'anticoagulation, donc l'indication pour les thromboses artérielles pulmonaires est mise dans les récentes recommandations et c'est d'un niveau 2B. Les autres indications, c'est l'arythmie et les antécédents thromboemboliques. Il faut toujours balancer le risque en efficacité versus
effet indésirable hémorragique, en particulier chez les Ellmenninger. Il faut faire attention chez les patients polyglobuliques, l'INR peut être faussement élevé et donc c'est sur des tubes citratés qui ne sont pas complètement remplis, donc il faut avoir l'expérience de ces dosages. Et on dit encore chez ces patients d'éviter les AOD, parce qu'on sait déjà que les AOD chez ces patients, enfin du moins c'est sur des données médico-administratives, sont associés à plus d'événements graves, notamment mortalité et saignement. Et donc on évite de le donner chez ces patients Ellmenninger, même s'il n'y avait que 106 patients sur 1000 patients des données médico-administratives allemandes. Ce n'est pas le traitement qui est souhaitable, surtout quand il y a un risque d'hémoptysie, auquel cas ce sera difficile de contrôler l'hémorragie. La grossesse chez ces patients, en particulier Ellmenninger, est contre-indiquée et ça reste une recommandation de niveau 3 parce qu'elle est toujours encore associée à un risque de mortalité élevé, même s'il a diminué sur les revues systématiques de la littérature et sur les données du registre ROPA, qui est un registre européen multicentrique des grossesses et cardiopathies, incluant notamment les patientes avec des cardiopathies congénitales. Donc, ces patients doivent être découragés d'avoir un projet de grossesse. Et surtout, on doit parler de contraception efficace, en priorisant les contraceptions à base de progestatifs type implant ou dispositifs intra-utérin imprégnés avec, si possible, des implantations dans des environnements où il y a des spécialistes, puisqu'il y a toujours un petit risque vagal à l'implantation des stérilés. Éviter les saignées, c'est une révision parce qu'avant, il y avait écrit d'indiquer des saignées si l'hématocrite était supérieur à 65% et qu'il y avait des symptômes d'hyperviscosité. Ça engendre des saignées intempestives et on a vu que c'était un facteur de risque d'AVC. Donc, ce n'est pas indiqué de manière systématique chez ces patients. Il faut vraiment évaluer au cas par cas. Et donc, on va plutôt l'indiquer chez des patients qui ont une chirurgie programmée avec une polyglobulie supérieure avec une hématocrite supérieure à 65%, ou s'il y a des signes d'hyperviscosité en présence d'une polyglobulie normocytaire. Dans les autres cas, ce n'est pas la saignée qui doit être indiquée. Les autres traitements concernent les chirurgies extracardiaques qui doivent être faites en centre expert avec des anesthésistes et l'équipe de cardiologues experts pour encadrer la prise en charge. Éviter les efforts soutenus, mais continuer à faire quand même un peu d'exercice pour éviter d'avoir plus de comorbidités telles que l'obésité, qui peut encore aggraver le pronostic. Être à jour des vaccinations, et en particulier vaccination contre le Covid, même si ce n'était pas écrit dans les recommandations, c'est nécessaire. Dans les Ellmenninger, l'oxygénothérapie peut être indiquée, en particulier pour améliorer les symptômes, c'est plus pour améliorer leur qualité de vie. En cas d'endocardite, en cas de sepsis, il faut suspecter d'emblée l'endocardite et faire la prévention de l'endocardite, bien évidemment. Et comme je l'ai dit, en cas de fièvre avec signes neurologiques, pensez à l'abcès cérébral. Il reste des incertitudes, notamment la stratégie traiter le shunt et traiter l'HTAP et fermer le shunt. Même s'il y a des séries rétrospectives, notamment la plus large, en tout cas pour l'instant, celle du Japon. Mais je crois qu'il y a des projets de registre européen, donc j'espère que ça aura lieu, que ça sera en place. Traiter l'hypertension pulmonaire qui est associée à un shunt gauche-droit significatif. Traiter l'HTAP segmentaire. Quand on regarde la littérature, c'est toujours des données rétrospectives. Soit ça n'agit pas, soit ça agit. Donc, on n'a pas encore de données probantes. Et puis, le traitement vasodilatateur pulmonaire dans la circulation de Fontan. Il y a eu un large essai thérapeutique incluant 400 patients qui avaient un ventricule unique avec une circulation de Fontan qui était négative, mais je ne vais pas le débattre là, mais il y a plein de choses encore à explorer dans ce groupe de patients. Donc, en conclusion, sur les guidelines en rapport avec l'hypertension artérielle pulmonaire associée aux cardiopathies congénitales, les nouvelles recommandations concernent l'indication de fermeture du shunt en fonction des résistances vasculaires pulmonaires sur le type sur la localisation du shunt, l'évaluation du risque des patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale, y compris le groupe Ellmenninger, contre-indiquer toujours la grossesse dans les Ellmenninger, des révisions concernant le traitement combiné dans les shunts fermés et aussi dans les Ellmenninger en l'absence d'amélioration clinique, le bosentan chez un patient Ellmenninger à partir du moment où il est symptomatique,
et l'importance du traitement additionnel, notamment la supplémentation de la carence martiale, tout en évitant les saignées qui ne sont pas nécessaires. Je vous remercie. Merci beaucoup Magali pour cet exposé très complet qui reprend un peu effectivement notre approche clinique et qui révise un petit peu nos positions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup Magali pour ce topo très clair. Une des grandes difficultés pour ces patients-là, c'est d'arriver à évaluer le meilleur timing pour discuter de la transplantation, qui doit tenir compte de la difficulté d'accès au cœur-poumon et d'une stratification du risque qui est quand même beaucoup plus complexe que les HTAP idiopathiques. Finalement, quels éléments, toi, te font dire qu'il faut référer un patient pour discuter d'une transplantation cœur-poumon ? Alors ouais, c'est très difficile. Bon, peut-être que le groupe de Bicêtre le sait, il y a notamment Sébastien Asquette qui travaille sur les données qui avaient été étudiées par le groupe de Royal Brompton sur les 1198 patients. En gros, mon étude, bon, déjà, on les suit de façon très, très régulière, c'est-à-dire tous les 3 à 6 mois. Si on voit les paramètres qui s'altèrent, c'est-à-dire sur la classe NYHA, sur le test de marche, mais surtout sur le BNP, la créatinine, on voit qu'il y a d'autres atteintes que l'atteinte pulmonaire et cardiaque. Je pense que c'est important de déjà contacter le centre qui transplante le poumon et le cœur-poumon, parce que des fois, on ne va pas en débattre là, mais on peut aussi des fois faire qu'une transplantation pulmonaire et fermer le shunt. Mais ça reste quand même très, très compliqué. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il commence à y avoir des patients qui sont hospitalisés pour insuffisance cardiaque, il faut tout de suite accepter, même si c'est déclenché par une arythmie, par exemple. On a des patients qui font un flotteur sur un shunt prétricuspide et qui viennent avec des signes d'insuffisance cardiaque. Il faut déjà parler aux patients de ça, parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours évident auprès du malade, et contacter le centre qui transplante. Il faut commencer à faire le bilan, il ne faut pas perdre du temps, parce que c'est vrai que très vite, au bout de... de mon expérience, j'ai pas ces données dans la revue de littérature, mais c'est vrai que très vite, au bout de quelques mois, le patient va commencer à avoir d'autres atteintes d'organes et ça peut vraiment définitivement compromettre son projet de transplantation. C'est vrai qu'on a tendance c'est des patients qui sont très bleus, on les suit pendant des années, et en général, c'est vraiment une symptomatologie qui, eux-mêmes, psychologiquement, sont très, très difficiles à convaincre pour aller à la greffe. Ils ont l'habitude de leur cardiopathie, ils sont bleus depuis des années. Donc quand on leur parle de greffe, ils sont assez réticents. Et c'est vraiment quand ils commencent à avoir des symptômes et qui sont une vie qui devient insupportable pour eux au quotidien, qu'ils acceptent l'idée, où certains ont été transplantés quand même. Et une fois qu'ils sont transplantés, c'est vrai qu'ils sont transformés quand ça se passe bien, quoi. Alors moi, juste je rajoute, c'est vrai qu'il y a les biomarqueurs, il y a plusieurs biomarqueurs qui sont parus dans ce groupe. Le mérite des recommandations, c'est qu'ils ont fait une synthèse de tous ces biomarqueurs étudiés. Et je pense que, moi en tout cas, c'est ma pratique. J'essaie de faire le plus possible ces biomarqueurs. Chaque fois que je vois les patients, ils ont des prises de sang de toute manière parce qu'ils sont sous Bosantan tous les mois. Donc on peut faire facilement tous les 3 mois en plus des biomarqueurs qui sont très pertinents pour savoir où se situe le patient. Et quand on voit, c'est vrai que quand on voit que le BNP, par exemple, surtout le NT-proBNP qui est plus sensible, qui commence à augmenter, il faut être un peu plus vigilant sur l'état du patient et le référencer si nécessaire. Il y avait une autre question. Oui, moi j'ai juste une petite question, Magali. Tu as l'expérience du tréprostinil en sous-cutané en trithérapie dans l'Eisenmenger ? Alors, moi, je ne l'ai pas. Mais quand on regarde, justement, il y avait le registre rétrospectif de Michele Dalto, qui a inclus 27 patients. Et il y avait des groupes de Boston, du Royaume-Uni, et également d'Italie. Donc, ça fait très peu de patients. Ils ont utilisé majoritairement ce traitement et ils ont montré chez les patients qui étaient très sévères
qu'ils avaient quand même des bénéfices cliniques et sur les paramètres biologiques, il y a quand même un patient qui est décédé et 2 qui se sont aggravés. C'est des patients très graves. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est de savoir à quand on l'introduit. Hein. On a toujours ces discussions en staff quand on voit que le patient s'aggrave sous bithérapie. Bien, c'est à ce moment-là qu'on commence à en discuter, mais surtout, il faut discuter de la greffe si le patient est transplantable. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, Xavier. Oui. Juste un petit mot sur le cathétérisme cardiaque droit. On a vu que la stratification du risque, c'est compliqué chez ces malades-là. Comment est-ce que tu intègres dans le suivi de ces malades-là le cathé droit ? Est-ce que tu fais une différence entre les malades qui ont un shunt pré-tricuspide, post-tricuspide ? Est-ce que tu penses que c'est un élément fondamental dans le suivi de ces malades-là et comment est-ce que tu l'intègres ? Alors, chez les patients Eisenmenger, moi, je ne suis pas convaincue qu'il faille faire des cathés droits pour stratifier le risque. Après, il y a quand même, je crois que Sébastien avait fait un travail justement sur l'impact de l'évolution des résistances vasculaires pulmonaires chez ces patients traités qui semble diminuer, mais l'intégration dans la stratification du risque du patient Eisenmenger sur le niveau de résistance, je ne suis pas certaine. Après, on peut discuter. C'est des cathés qui sont quand même qui présentent un petit risque, parce qu'ils peuvent faire des hémoptysies. Nous, on a des patients qui sont décédés, donc ça nous avait un peu refroidi. Donc, dans les Eisenmenger, moi, je sais que les équipes, même là où je suis restée 1 an, Royal Brompton, ils ne faisaient pas des cathés droits à tous les Eisenmenger, sauf s'il y avait un projet derrière de transplantation. Pour les pré-tricuspides, je pense que... Enfin, ça, c'est mon point de vue, hein, mais je pense qu'il va falloir qu'on commence à réfléchir comme les HTAP idiopathiques, en fait. Je pense que les résistances, elles sont importantes. Je pense qu'il faut mieux les phénotyper. La recherche génétique devrait être systématique parce que probablement il y a un phénotype particulier chez ces patients et un degré de sévérité aussi qui est sûrement lié avec le niveau de résistance vasculaire pulmonaire, de fonction cardiaque également. Donc là, par contre, ces patients-là, j'ai tendance plutôt à les faire cathétériser si ça aggrave ou au contraire pour vérifier si le traitement s'est amélioré et me référer aux recommandations, enfin même si ce n'est pas dans les recommandations, mais aux facteurs prédictifs qui sont énoncés selon les catégories. Ok, Magaline, juste une toute petite remarque, une dernière. Pourquoi est-ce que, si on fait un parallèle avec l'HTAP idiopathique, pourquoi est-ce que tu commences par une monothérapie ? Est-ce que quand les patients sont symptomatiques, alors symptomatiques c'est difficile, hein, chez des Eisenmenger de savoir quels symptômes on va établir, mais est-ce que finalement on n'est pas trop frileux en commençant par une bithérapie ? Est-ce que ce ne serait pas plus logique de dire, puisqu'ils sont symptomatiques et puisque de toutes les façons c'est une maladie évolutive, pourquoi ne pas faire une bithérapie d'emblée ? Je pense que c'est une très bonne proposition. Alors après, je pense que c'est surtout la limite, c'est les essais thérapeutiques et le niveau de preuve. Hein. Mais c'est vrai qu'un pré-tricuspide symptomatique, même un Eisenmenger, tous mes Eisenmenger, sauf s'ils tolèrent mal, mais ils sont sous bithérapie. Voilà, parce que la monothérapie, généralement, ne suffit pas. Merci. Très bien, merci beaucoup Magali. On va passer la parole... On va laisser la parole à Damien Bonnet pour les hypertensions pulmonaires de l'enfant. Merci Damien. Merci Fabrice, merci Marilyn, merci de m'avoir invité pour parler des hypertensions pulmonaires de l'enfant. Et donc j'espère que je vais être relativement bref, parce que je vais surtout vous montrer les différences entre les hypertensions pulmonaires de l'enfant et celles de l'adulte, en sachant que le préambule, c'est les similarités entre les pathologies. Et ces différences concernent quand même différents domaines que sont l'épidémiologie, les causes, donc le diagnostic, on va dire, la démarche diagnostique, les causes génétiques, les méthodes pour faire le diagnostic, les stratégies thérapeutiques et éventuellement la stratification du risque et son évaluation, et puis le monitoring de la maladie. Donc je ne vais parler ici que des guidelines récentes dans lesquelles il y a un chapitre qui est consacré à l'hypertension pulmonaire de l'enfant, aux hypertensions pulmonaires de l'enfant. Donc, ce qu'on sait en termes d'épidémiologie et de classification, c'est que l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est le type le plus fréquent d'hypertension pulmonaire de l'enfant, mais que dans la très grande majorité des cas, ce problème est transitoire. Et en fait, l'hypertension pulmonaire de l'enfant et les hypertensions artérielles pulmonaires de l'enfant, c'est un problème qui est pluriquotidien dans un service comme le mien aux enfants malades. En effet, les principales causes sont les hypertensions artérielles pulmonaires persistantes du nouveau-né, qui sont réversibles, et puis les hypertensions artérielles pulmonaires associées au shunt dont Magali a parlé tout à l'heure, et qui sont réversibles avec la fermeture du shunt. Donc ça, c'est notre pain quotidien, on va dire. On ne classe pas, même s'ils en font partie, ces patients dans les hypertensions artérielles pulmonaires. La deuxième
information que je pense importante en préambule, c'est que les hypertensions artérielles pulmonaires idiopathiques ou héritables ou irréversibles associées aux cardiopathies congénitales représentent les formes les plus fréquentes en pédiatrie, des formes non transitoires. Donc le syndrome d'Eisenmenger, on peut en parler chez l'adulte, mais on peut aussi parler des hypertensions artérielles pulmonaires associées aux cardiopathies congénitales non réparables et irréversibles et évoluant pour leur propre compte chez des enfants. Le troisième point en termes d'épidémiologie, c'est que la place des hypertensions pulmonaires associées aux maladies respiratoires et qui sont éventuellement non transitoires est très importante puisque ça représente entre 35 et 45, proche de 50% des hypertensions pulmonaires de l'enfant. Elles ont cependant des étiologies qui sont un peu recouvrantes avec certaines hypertensions artérielles pulmonaires. Il y a des maladies qui sont spécifiquement associées, qui sont des vraies problématiques de pédiatrie, en particulier de pédiatrie du nourrisson, la bronchodysplasie pulmonaire, qui est le lot de beaucoup de très grands prématurés, les complications respiratoires de la hernie de coupole diaphragmatique, où il y a à la fois de la maladie vasculaire et éventuellement des éléments d'hypoplasie pulmonaire ou de raréfaction artériolaire chez ces enfants. Mais quand je dis qu'il y a un overlap avec des formes héritables, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de maladies génétiques, comme la dysplasie alvéolo-capillaire, qui est authentiquement une maladie du développement vasculaire pulmonaire, mais aussi des mutations dans certains gènes comme TBX4, vont donner des hypertensions artérielles pulmonaires que vous connaissez chez l'adulte et des anomalies du développement pulmonaire chez l'enfant, éventuellement avec des séquences en termes d'expression qui peuvent être bimodales, respiratoires chez le petit, puis sous la forme d'une hypertension artérielle pulmonaire plus tard, ou bien simultanée et d'un seul tenant. Donc il y a des maladies du développement pulmonaire dans ce groupe-là qui ont pris une part importante en pédiatrie. Deuxième problématique chez l'enfant, qui est un petit peu différente, c'est celle des anomalies génétiques. Les anomalies génétiques qui vont venir expliquer ces hypertensions artérielles pulmonaires ou hypertensions pulmonaires irréversibles sont retrouvées avec une fréquence élevée. Cette fréquence est proche de 50% quand on somme les gènes de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui sont les mêmes que chez l'adulte, et je vais y venir un tout petit peu après, ou des hypertensions pulmonaires ou hypertension artérielle pulmonaire associées à des maladies du développement, comme je l'ai dit, ou à des maladies beaucoup plus fréquentes, comme la trisomie 21, dans laquelle on sait qu'il y a une anomalie du développement pulmonaire, en particulier avec une raréfaction alvéolaire et on va dire une propension à développer, quand il y a un facteur associé, comme une cardiopathie congénitale, de façon plus fréquente ou plus accélérée, une maladie vasculaire pulmonaire. Donc une prévalence élevée des anomalies génétiques. Dans ces anomalies génétiques, le paysage est subtilement différent de celui qu'on observe chez l'adulte, puisque des gènes qui sont des gènes de développement, qui font partie, on peut les appeler, le vocabulaire est variable, des gènes architectes, qui sont des gènes qui sont soit des boîtes T, soit des boîtes X, comme TBX4 ou SOX17, vont être responsables d'une maladie pulmonaire pour TBX4, je l'ai dit, du développement, d'une hypertension artérielle pulmonaire et éventuellement d'anomalies du développement cardiaque. Par exemple, les boîtes T interagissent de façon très forte, TBX1, TBX4, TBX5, dans le développement des septa du cœur en développement. C'est la même chose pour un gène découvert de façon plus récente, qui est SOX17, qui va être on va dire, fréquemment retrouvé chez des enfants qui ont des hypertensions artérielles pulmonaires associées à des communications interauriculaires. Et aujourd'hui, c'est devenu, maintenant qu'on a renouvelé avec Mélanie Ariès et David Montagny le panel de gènes en incluant ces différents gènes, et rescreener des patients qui avaient ce qu'on pouvait appeler à un moment des petits défects avec des hypertensions artérielles pulmonaires, on se rend compte qu'un certain nombre de ces patients a une mutation SOX17.
La dernière caractéristique, c'est que, comme on le voit dans les cardiomyopathie de l'enfant, on peut avoir des enfants qui ont des homozygosies pour certains gènes qui sont considérés comme des maladies dominantes chez l'adulte. Et cette homozygosie fait que la pénétrance est plus précoce. Donc nous voyons des hypertensions artérielles pulmonaires chez des petits-enfants qui ont par exemple 2 mutants dans des gènes d'hypertension artérielle pulmonaire de l'adulte. Donc ça peut être soit des homozygotes dans des familles consanguines, soit éventuellement des hétérozygotes composites. Donc ça, c'est une notion importante puisqu'elle va sous-tendre l'enquête intrafamiliale et puis bien sûr le conseil génétique. Il y a une question qui est, je pense, aussi importante et qui n'est pas totalement débattue et pas totalement résolue dans les guidelines ou même au sein de notre communauté. C'est la question du dépistage présymptomatique dont on pourrait discuter, mais qui est encore une zone un petit peu difficile chez les petits-enfants. Le diagnostic, la démarche diagnostique, on va dire l'algorithme diagnostique, il est sensiblement le même que celui de l'adulte, adapté à l'âge, en n'oubliant pas que, par exemple, pour les hypertensions porto-pulmonaires chez l'enfant, ce n'est pas la cirrhose qui va poser un problème, ce sont les shunts porto-caves qu'il va falloir dépister, la physiopathologie étant approchante, mais c'est surtout des malformations, comme les malformations d'Abernethy, qu'il faudrait dépister chez ces enfants-là. Et donc, ce sur quoi je veux insister, c'est sur la place du cathétérisme cardiaque. Et ce cathétérisme cardiaque est considéré encore aujourd'hui comme indispensable à la confirmation du diagnostic de l'hypertension pulmonaire et de l'hypertension artérielle pulmonaire chez l'enfant. Et il doit associer un test de vasoréactivité qui sera interprété, même s'il peut y avoir des difficultés pour les tout-petits, avec les critères qui ont été décrits il y a maintenant assez longtemps par Olivier, mais qui sont les plus fiables pour déterminer les enfants qui vont répondre de façon prolongée à un traitement par les inhibiteurs calciques. Il est indiqué dans les recommandations qu'avec une classe 1 et un niveau de preuve toujours C, c'est quasiment la totalité quasiment des recommandations qui ont un niveau de preuve qui est faible, que le cathétérisme cardiaque doit être fait de façon préférentielle avant de débuter un traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Je ferai juste un petit commentaire ici, c'est que dans le registre TOP, qui est un registre international d'hypertension pulmonaire, nous avions pu montrer que le cathétérisme cardiaque n'était cependant pas recommandé chez les enfants en classe fonctionnelle 4 et qu'il était préférable de débuter un traitement avant de faire une évaluation hémodynamique parce que c'est dans cette population que le risque de la procédure supérieur à celui de chez l'adulte était fortement augmenté. Deux autres informations qui sont, à mon avis, importantes dans les guidelines et qui confirment soit l'absence de connaissances, soit l'absence d'utilité de certaines informations, c'est que les tests de vasoréactivité ne permettent pas de définir la réversibilité ou l'opérabilité d'un shunt pour lequel on serait avec des valeurs de résistance vasculaire pulmonaire qui seraient intermédiaires ou à la limite. Autrement dit, dans ce qu'on appelait la zone grise précédemment, et que seul l'état de base permet de décider de l'opérabilité de ces patients. Ça, c'est une information importante. Je pense tout de même, pour tempérer ce propos, qu'il faut continuer à récolter ces informations parce que si elles ne permettent pas de définir l'opérabilité, elles permettent éventuellement de recueillir des informations pronostiques. En tout cas, je pense que c'est dans ce domaine-là qu'on devrait les exploiter. Le dernier point sur le cathétérisme cardiaque, ce n'est pas au moment du diagnostic, c'est est-ce qu'il faut répéter ou quelle est la place de la répétition du cathétérisme cardiaque chez l'enfant qui est traité. Est-ce qu'on doit se contenter dans le suivi de tests non invasifs pour pouvoir prédire le risque ou est-ce qu'il faut continuer à faire, comme nous le faisons aux enfants malades, des cathétérismes cardiaques de contrôle. Il y a un travail qui est en cours chez nous qui semble montrer qu'il y a une utilité à faire des cathétérismes cardiaques de contrôle, mais pour l'instant, il y a encore très peu d'informations, et en particulier sur quel type de paramètres on va regarder pour avoir une idée pronostique. Donc la stratification du risque, je viens de l'évoquer avec ces cathétérismes cardiaques répétés, les critères sont identiques à ceux de l'adulte.
La classe fonctionnelle joue un rôle très important, et même si vous pouvez penser qu'il est difficile d'estimer la classe fonctionnelle chez les enfants, c'est en fait quelque chose d'extrêmement fiable, qu'il s'assoie dans l'insuffisance cardiaque ou dans l'hypertension artérielle pulmonaire ou dans les hypertensions pulmonaires. Et donc c'est très important de classer les enfants en classe fonctionnelle 1, 2, 3, 4, ou dans l'insuffisance cardiaque, on peut utiliser la classification de Ross, qui est aussi très approchante. Bien sûr, tous les signes qui diraient que l'enfant développe de l'insuffisance cardiaque droite ou a une progression rapide des symptômes, en sachant que chez les petits, la croissance est un élément important de suivi. Et puis, on va regarder des biomarqueurs, que ce soit des biomarqueurs de fonction du ventricule droit, critiquables mais tout de même faciles à recueillir, ou des biomarqueurs biologiques comme le NT-proBNP ou l'acide urique. Et tout ça va nous guider pour savoir si l'enfant est dans le vert pour tous les critères ou s'il y a des critères orange ou rouge, en sachant que, j'ai posé la question hier, on n'a pas non plus le poids chez les enfants de ces différents paramètres. Pour les paramètres hémodynamiques, on les connaît à baseline, c'est-à-dire la pression dans l'oreillette droite et les résistances vasculaires pulmonaires indexées. On n'a pas d'idée précise pour l'instant, mais j'espère qu'on pourra les produire, des paramètres hémodynamiques qui sont des prédicteurs du devenir lors du suivi. L'évaluation initiale éventuellement permet de définir la stratégie thérapeutique. Donc la stratégie thérapeutique, c'est la même que chez l'adulte. La même que chez l'adulte, c'est-à-dire qu'elle est basée sur la stratification initiale du risque. Donc des enfants qui seraient en classe fonctionnelle 3-4 avec des signes d'insuffisance cardiaque et des marqueurs très péjoratifs devraient être traités de façon rapide avec des thérapies combinées qui peuvent éventuellement associer d'emblée une prostacycline sous-cutanée ou par voie intraveineuse. Il est également recommandé, avec une recommandation de classe 1, et bien sûr un niveau de preuve toujours faible, comme je l'ai déjà dit, de surveiller ces enfants avec ces différents paramètres de stratification du risque et d'utiliser leurs variations dans le temps au cours de la surveillance pour adapter le traitement. Et l'objectif étant d'amener ces prédicteurs du devenir que nous ne connaissons pour l'instant qu'essentiellement à baseline, dans une zone, on va dire, verte ou de bons pronostics pour maintenir une thérapie initiale et aussi pour décider, comme je l'ai dit, d'une augmentation du traitement. Donc cet arbre décisionnel, ce n'est pas celui des guidelines actuels, mais c'est celui du Congrès mondial de 2018. Il n'évoluera que peu, il n'a que peu évolué. Il vous montre à gauche, bien sûr, ceux qui sont des répondeurs au calcium channel blocker. Et puis, cette stratification initiale du risque en bas risque et haut risque, avec des stratégies de thérapie combinée orale pour le bas risque et pour les patients à haut risque ou qui évolueraient au cours du temps vers une zone à haut risque ou qui auraient des facteurs considérés comme étant d'un poids élevé dans les pratiques locales, eh bien, on leur donnerait de la prostacycline. Comment ça évolue au-delà d'une thérapie triple qui ne fonctionnerait pas? Eh bien, vous savez qu'il y a comme alternative de créer des shunts et de produire une physiologie d'Eisenmenger en utilisant l'argument que l'espérance de vie est meilleure quand on a un shunt et qu'en diminuant la post-charge du ventricule droit ou en favorisant le débit par la création d'un shunt atrial, on va améliorer la survie. Et donc des stratégies comme la septostomie atriale et plus récemment, ça fait maintenant quand même 20 ans, mais plus récemment en termes de série internationale, l'opération de Potts ont permis d'améliorer le devenir de ces enfants chez qui, en tout cas pour les plus petits, l'accès à la transplantation peut être délicat, même si c'est bien sûr une option qu'on doit avoir en tête. Je passe brièvement là-dessus pour dire que le niveau de preuve pour l'utilisation des médicaments, seul ou en association, est faible, puisque les essais thérapeutiques ont été difficiles, en particulier en termes de recrutement. Et pour l'Agence européenne du médicament, même si la diapositive est un petit peu floue, je le remarque ici, le sildenafil et le tadalafil ont été approuvés. En tout cas pas approuvé. Le sildenafil a été approuvé, mais pas le tadalafil, mais il y a un essai qui nous donne les doses et les informations de safety. Pour les antagonistes des récepteurs à l'endothéline, le bosentan est approuvé. Il y a une galénique spécifique, l'embrisentan aussi chez les enfants de plus de 8 ans, le macitentan non.
Les prostacyclines ne sont pas approuvées à proprement parler, mais sont très largement utilisées, qu'il s'agisse de la voie sous-cutanée ou de la voie intraveineuse. Et puis, les autres médicaments ne le sont pas ou pas encore. En particulier pour le Selexipag, il y a un essai thérapeutique en cours. Et pour le Riociguat, l'essai thérapeutique qui n'a pas montré d'efficacité, mais qui donne des informations de safety, vient d'être publié. Brièvement, pour les hypertensions pulmonaires du groupe 3, la problématique essentielle des pédiatres, c'est la bronchodysplasie pulmonaire. Pas véritablement l'évolution précoce de la bronchodysplasie pulmonaire et la nécessité de traiter la maladie vasculaire pulmonaire en plus de la maladie respiratoire, mais surtout de savoir si cette bronchodysplasie pulmonaire fait le lit d'une maladie vasculaire pulmonaire plus tardive du fait de la raréfaction alvéolaire qu'on voit chez les très grands prématurés. Donc je pense que c'est une problématique de long terme plus qu'une problématique de court terme. En France, on a très peu de patients bronchodysplasiques qui conservent de l'hypertension artérielle, de l'hypertension pulmonaire au long terme. Les hypertensions pulmonaires du groupe 2, c'est un petit peu négligé parce qu'en fait, c'est la problématique principale en pédiatrie, ce serait les sténoses des veines pulmonaires, maladie qu'on voit très peu en France ou dans les pays européens, qu'on voit beaucoup aux États-Unis, mais qui est totalement intriquée avec la bronchodysplasie pulmonaire, avec des mécanismes un peu mystérieux d'inflammation des veines pulmonaires. Donc c'est une problématique, je dirais, d'outre-Atlantique. Les insuffisances cardiaques diastoliques de l'enfant, ou les HPF chez l'enfant, ça existe. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut explorer. J'en dirai juste un tout petit mot à la fin. Les hypertensions pulmonaires du groupe 4, on n'en voit pas. On pourrait assimiler les hypertensions pulmonaires du groupe 4 à ces maladies très bizarres et très inhabituelles, qui sont des sténoses multiples distales des branches, qui sont des moya-moya. Je n'ai aucune espèce d'idée de traitement en angioplastie dans ces maladies-là, mais en tout cas, c'est les seules choses que nous voyons, même si nous avons vu avec Marilyn, je crois, 2 ou 3 CITEF chez les enfants. Mes 2 dernières diapositives. Est-ce qu'il faut des centres d'hypertension pulmonaire pédiatrique? Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir des centres d'adultes. Et il faut des centres d'hypertension pulmonaire pédiatrique qui doivent avoir des caractéristiques tout aussi exigeantes que les centres d'hypertension pulmonaire d'adultes. Les nombres sont certainement différents pour des raisons tout simplement de population. Et comme vous l'avez vu, parce que notre problématique principale, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est-à-dire c'est les maladies du groupe 1. Et qui sont irréversibles. Les autres, c'est notre pain quotidien de chirurgien ou de cathétériseur. Il est indispensable que ces centres pédiatriques aient une relation très étroite avec des centres d'adultes pour le partage d'expériences, et ce que nous faisons tout le temps avec le centre de Bicêtre, pour le conseil génétique, le dépistage, les enquêtes intrafamiliales, mais aussi pour un problème important qui est la transition de l'adolescence à l'âge adulte, et pour pouvoir confier à nos collègues des enfants qui aujourd'hui survivent de façon très significative, qu'ils soient traités, qu'ils aient eu un POTS ou qu'ils aient été greffés. Il y a des recommandations européennes sur la formation des médecins pédiatres à l'hypertension pulmonaire. Il faut que ces centres disposent d'un plateau technique complet. Et la discussion, c'est la disponibilité de l'ensemble des thérapeutiques sur un même site. Ça peut être discuté. Vous savez qu'il y a des hétérogénéités, même en Europe, pour l'accès à certains traitements comme les prostacyclines. L'environnement multidisciplinaire est bien sûr fondamental pour tout ce que j'ai dit en termes d'étiologie et de stratégie diagnostique. Et puis l'intégration au réseau européen et le lien avec les associations de patients de ces centres experts est bien sûr fondamental. Il y a des petits trous. Il y a des petits trous, il y a des grands trous dans nos connaissances, mais il y a des petits trous quand même dans ces recommandations. Le premier, je pense, c'est étant donné la prévalence des anomalies génétiques associées aux hypertensions artérielles pulmonaires de l'enfant, l'utilisation du génotype comme un élément de stratification du risque est, je pense, quelque chose sur lequel il faut que nous travaillions. C'est quelque chose de difficile dans les cardiomyopathies, c'est quelque chose peut-être d'un petit peu plus facile peut-être que ça n'a pas de rapport, mais peut-être que c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. La définition des cibles thérapeutiques, ça reste quand même quelque chose de pas simple parce qu'en fonction de l'âge, par exemple, le test de marche ne peut ne pas être utilisable. Si l'enfant a déjà eu une circulation extracorporelle et puis qu'il a de l'hypertension pulmonaire qui persiste après la fermeture d'un shunt, l'interprétation du TAPSI est plus délicate. Nous avons des enfants qui sont des outliers, par exemple pour le NT-proBNP, qui se balade à 3000, 4000 depuis 10 ans
et qui ne l'ont jamais baissé alors qu'ils sont en classe fonctionnelle 1 et que tous les autres paramètres sont dans le vert. Donc je pense que des discordances comme ça, vous en observez aussi, elles peuvent nous gêner et la multiplicité des marqueurs qui seraient pertinents pourrait nous aider. Il faut continuer à les développer. L'histoire naturelle peut être différente en fonction des conditions initiales, que qu'elles soient génétiques ou qu'elles soient sur les éléments de stratification du risque. Et je pense que les stratégies thérapeutiques doivent être adaptées à ces conditions initiales et à ces conditions, je dirais, mesurées à nouveau au cours de la surveillance. Il reste quand même des difficultés à décider ce qu'on doit faire, en particulier dans les stratégies d'ECMO. Ou d'exit vers des interventions comme l'intervention de POTS dans des situations de péril ou dans les indications de la transplantation. Et puis enfin, je crois qu'il y a un domaine qui est très négligé et que nous devons investir, c'est celui de l'insuffisance cardiaque diastolique de l'enfant. Curieusement, je pensais que ça existait relativement peu et on a pu très récemment travailler sur ce sujet et voir que, eh bien, comme le disait Jean-Luc, les patients qui ont une association de post-capillaire et de pré-capillaire avec une insuffisance cardiaque diastolique, quel que soit leur âge, ont un pronostic nettement plus sombre que ceux qui n'ont que du post-capillaire. Donc ça ressemble beaucoup à l'adulte et je pense que on devrait travailler là-dessus. Je termine avec cette photo du réseau pour montrer que bien sûr on peut faire des recommandations que si les choses sont intégrées. Il n'y a que la France sur ce dessin, puisque c'est le programme de labellisation en ce moment. Mais je pense que ça s'étend dans des maladies rares comme l'hypertension pulmonaire pédiatrique à l'Europe et certainement au monde entier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Damien. C'était passionnant pour moi qui suis dans le même domaine. J'espère que ça l'a été aussi pour vous et que ça suscite des questions. Ah, je crois que le monde de la pédiatrie vous a laissé quoi? Oui, il y a une question. Qui nous intéresse beaucoup. Juste pour... C'est pas les miennes, hein, c'est celles de Mélanie, David. En tout cas, nous, on envoie les tubes. Pour ce qui est du Moya Moya, je pense qu'il faut freiner les ardeurs des angioplasticiens. Je pense que c'est une très très mauvaise idée. C'est une artérite, c'est des anévrismes. On ne comprend pas cette maladie. C'est pas du tout une maladie de l'obstruction, selon moi. En tout cas, je serai extrêmement prudente là-dessus. En revanche, sur les CIA, on voit quand même chez les jeunes adultes ou les adolescents, de temps en temps, des sténoses pulmonaires associées aux shunts. Et probablement que ça vaut la peine d'avoir un bilan anatomique avant quand on les cathétérise, soit d'angiographie, soit de scanner, parce que de temps en temps, on a des formes d'obstruction proximale. Et pour le coup, l'angioplastie peut probablement avoir une place. Alors, ça veut dire que tu parles d'association morbide, en fait, entre de CIA associées à des sténoses des branches pulmonaires médiastinales. Oui. En fait, je pense que la remarque générale, c'est qu'il faut faire le diagnostic complet. Il y a des hypertensions ventriculaires droites qui ne sont pas des maladies des petits vaisseaux pulmonaires, où il y a des associations parfois un petit peu curieuses, c'est-à-dire qu'avant de conclure sur le fait qu'il s'agit d'une hypertension artérielle pulmonaire, on peut avoir des hypertensions pulmonaires mécaniques dans certains syndromes, comme le syndrome d'Alagille avec des shunts ou comme le syndrome de Williams-Eberen, effectivement. Très bien, merci beaucoup. Ah bah si, petite remarque de... Damien, juste pour revenir sur le POTS, à quel moment vous l'envisagez? Et sur ta dernière diapo, tu disais un peu une technique de recours pour les patients les très sévères. Est-ce que tu penses que le POTS a vraiment une place pour les patients qui sont vraiment dans un tableau de défaillance ventriculaire droite sévère? Non, mais je pense que c'est l'ensemble de la question est délicat. D'abord, ce que nous faisons, c'est que nous indiquons des opérations de POTS chez les enfants qui ont des hypertensions pulmonaires suprasystémiques, donc ça ne concerne pas tous les enfants. Et quand nous avons échoué avec une trithérapie à dose maximum, voilà, ou dose maximum tolérée. Donc, on essaye surtout de ne pas les amener à faire d'intervention de POTS quand ils ont de la défaillance droite évidente, parce que sinon nous les perdons.
C'est ceux-là qui ne vont pas. Savoir si on s'est trompé, souvent on le sait de façon rétrospective. C'est le système c'est des systèmes complexes. Tu sais qu'on ne peut pas les prédire, on ne peut que les observer. Donc il y a quand même des questions qui ne sont pas résolues. Par exemple, on a dit, et moi le premier, que faire un POTS, ce n'était pas un problème pour greffer derrière. Parce qu'on allait boucher le POTS par voie percutanée, puis il roule ma poule. La dernière fois qu'on a fait ça, le chirurgien, en tout cas, je courais très très vite dans le couloir quand il est sorti, quoi. Parce qu'il n'était pas content du tout d'avoir fait le POTS 2 mois avant et que ça n'ait pas marché pour des raisons multiples et d'avoir greffé l'enfant derrière. Parce que c'était très 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 difficile. Donc ça veut dire que le choix, je ne suis pas complètement certain, par exemple, de la place du POTS entre l'échec de la trithérapie et la transplantation. Il y a des enfants qui n'ont pas d'indication au POTS parce que leur hémodynamique ne le permet pas. Il y a des enfants qui sont peut-être des mauvais candidats au POTS, même si leur hémodynamique le leur permet. Pour l'instant, c'est ceux qui ont de la défaillance droite, évidente. Et puis ensuite, il y a des patients qui ont les conditions a priori remplies et qu'on va transformer en difficiles candidats à la transplantation pulmonaire. Donc je n'ai pas tous les éléments, d'abord parce que les problèmes sont rares et qu'on apprend de ces difficultés. Donc je ne sais pas répondre à ta question. L'autre chose, c'est les assistances circulatoires. Quand on a fait un POTS, ce n'est pas évident, hein. En particulier, quand on met une canule artérielle, ça ne marche pas très bien. Donc on peut faire des véno-veineuses. Donc là aussi, tout ça nous pose des problèmes. Donc je pense qu'il y a, pour les patients les plus graves, un certain nombre de choses à apprendre, des expériences individuelles. Bien, merci beaucoup Damien, encore une fois. Et on va passer au topo suivant par Marion Delcroix. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici pour vous parler d'un sujet passionnant qui est donc les centres d'hypertension pulmonaire et donc aussi la responsabilisation des patients. Donc c'est vraiment le centre et les rôles spécifiques du patient, my disclosures. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté, pourquoi est-ce qu'on a parlé et voulu définir un peu plus les centres d'hypertension pulmonaire? Parce qu'en fait on y réfère assez fréquemment. Donc déjà, vous voyez ici dans l'algorithme diagnostique qu'on a mis 3 étapes et qu'on parle du médecin traitant, on parle du spécialiste et puis on parle du centre d'hypertension pulmonaire sans trop détailler dans l'algorithme diagnostique ce qui se passe dans ce centre. Deuxième chose, on en parle aussi dans les recommandations. Donc, il est recommandé, par exemple, de faire le cathétérisme cardiaque droite dans les centres avec expérience. On vous montre aussi dans les guidelines quel est le détail des mesures faites. On sait bien que beaucoup de centres font des mesures et oublient, par exemple, la saturation veineuse du sang veineux mêlé. On oublie parfois même, quand c'est dans la routine des cardiologues, de faire le débit cardiaque. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on demande de faire les cathétérismes dans les centres d'hypertension pulmonaire. De même que le test de vasoréactivité, qui est souvent pas fait par les cardiologues. Ça prend du temps, ils n'ont pas toujours du NO pour faire le test. Et donc, c'est une des raisons de référer dans les centres. Et aussi, on décrit dans la figure spécifique des centres de la vasoréactivité et du traitement correspondant que ceci se fait également dans le centre d'hypertension pulmonaire. Vous voyez que le mot centre expert a disparu. On spécifie plutôt ce que doivent être les compétences de ce centre, c'est le centre d'hypertension pulmonaire. Alors, de même, quand on en arrive au management de patients qui sont en défaillance cardiaque, donc qui vont arriver aux soins intensifs, on demande également d'avoir des médecins qui ont une expertise là-dedans. C'est un management tout à fait particulier et beaucoup de soins intensifs n'ont pas des personnes avec cette expertise. Enfin, il y a des recommandations spécifiques sur les centres d'hypertension pulmonaire.
On montre qu'ils doivent avoir une équipe multidisciplinaire comprenant cardiologue, pneumologue, rhumatologue, spécialiste, infirmière spécialiste, radiologue, de l'aide psychosociale et toutes les expertises à disposition dans une phase très rapide. Une autre recommandation, évidemment, c'est tout des recommandations d'experts qui recommandent pour les experts. Mais donc, on a les liens avec des services spécifiques. Donc, pas toujours dans vos hôpitaux, vous avez le conseil génétique, l'endartériectomie, l'angioplastie, la transplantation ou le service de cardiopathie congénitale. Mais les liens doivent exister et doivent être activés. Enfin, il est bon de maintenir un registre, ce que vous faites en France de manière magistrale, de manière à avoir une systématique dans l'approche et le suivi des patients. Et enfin, il faut collaborer avec les associations de patients également, ce qui se fait de manière très convaincante en France. Alors ça, c'est les recommandations de niveau 1. Ensuite, il y a des recommandations de niveau 2A, donc should be considered, donc devrait être considérées. Et vous voyez qu'on apparaissent maintenant dans ces guidelines le processus d'accréditation. Alors, le processus d'accréditation, vous allez me dire si on n'a pas ça, ou peut-être vous l'avez en France en ce qui concerne les centres experts, mais l'European Reference Network est en fait une plateforme pour accréditer les centres experts dans les différents pays européens. Et en soumettant son dossier dans les centres européens experts, on doit fournir un certain nombre de conditions qui montrent que vous avez l'expérience et le nombre de patients requis. Alors, par exemple, aux États-Unis, il y a une accréditation qui se fait, mais qui est dirigée par l'association de patients elle-même. Alors, ça, au départ, c'est parti d'une bonne intention, mais c'est devenu un big business financier parce que les centres doivent payer des énormes montants pour faire ces procédures d'accréditation. Ensuite, il y a la recherche collaborative qui est fondamentale. Et enfin, on a dans ces recommandations défini des nombres minimaux de patients, 50 patients avec une hypertension pulmonaire artérielle et ou bien une CTEPH, avec 2 références nouvelles par mois de ces mêmes pathologies. Et en fait, on a été très fort critiqué par les reviewers sur le nombre de patients. Au départ, on avait pris les nombres de patients qui étaient recommandés dans les centres de référence européens, mais on n'a pas de nouvelle évidence par rapport aux guidelines précédentes. Donc, on a trouvé judicieux de reprendre les guidelines précédents pour ces nombres, comme on n'a pas pu générer des nombres, en tout cas pour l'APH, qui définissent l'expertise. Donc aussi, certains pays, vous savez, sont moins peuplés que la France, sont plus petits que la France, parfois sont très étendus, comme par exemple la Suède, et alors on voit qu'il y a quand même besoin d'avoir des centres, même s'il y a peu de population. Et donc, on renforce la recommandation sur la collaboration avec des centres à haut volume. Ce que vous faites en France, évidemment, avec les centres de compétences et les centres d'experts. Ensuite, on sait aussi... on a voulu mettre ça en image et on s'est beaucoup inspiré des accréditations des cancers du sein. Et donc, quand vous regardez l'accréditation des cancers du sein, il y a des définitions de composition et de processus. Et donc, la composition, il y a des gens qui sont indispensables, comme multidisciplinary team, et puis les gens qui sont consultés sur indication. Et donc, on a évidemment les cardiologues pneumologues, les spécialistes, les nurses spécialistes, les travailleurs sociaux. Case manager, en fait, c'est un concept qui nous vient d'Angleterre essentiellement, où ce sont des gens qui coordonnent le soin, mais au niveau du patient. Donc, qui vont mettre en place toutes les consultations diverses nécessaires pour ce patient. On a des chirurgiens cardiothoraciques. On considère qu'en fait, un centre qui s'occupe d'hypertension pulmonaire doit pouvoir placer une ECMO en cas de défaillance cardiaque ou bien faire transférer les patients. Il y a parfois des centres qui vont, avec leur team, installer les ECMO et ramener les patients dans les centres experts. Des radiologues ou des cardiologues interventionnels, en tout cas pour le diagnostic ou pour l'embolisation en cas d'hémorragie majeure.
comme on encourage les recherches collaboratives, il faut également des infirmières de recherche, et puis des data managers, parce que comme on doit faire des registres et on doit collecter les data pour les études, eh bien, il nous faut également des gens spécialisés là-dedans. Et puis, on a tous les consultants qui sont les cardiologues congénitaux, comme on a vu, les cardiologues pédiatriques, les généticiens. Vous pouvez lire vous-même, je ne vais pas passer chaque membre en détail, mais donc ceci est maintenant vraiment bien décrit. On a probablement oublié des gens, mais enfin, on a fait de notre mieux. Et puis, il y a les processus, et ça, c'est aussi très important. Qu'est-ce qu'on a comme processus? Eh bien, il nous faut des protocoles de soins décrivant ce qu'on fait dans telle ou telle circonstance. Je sais qu'en France, vous avez ces protocoles qui décrivent ce que vous faites et qui vont en fait inclure toutes les phases de la maladie, y compris le stade palliatif et la fin de vie. On a aussi la description des tours multidisciplinaires qui doivent se passer régulièrement. Enfin, on a aussi cette volonté délibérée de donner du pouvoir au patient, de lui laisser choisir son traitement de manière à ce qu'il soit plus convaincu et plus motivé dans son traitement. On doit donner des informations aux patients, écrites ou orales, et donc discuter exactement des possibilités thérapeutiques. On a aussi un rôle d'organiser le paysage autour du patient, donc de gérer les contacts avec les médecins ou infirmiers ou kinés qui sont à proximité du patient. Enfin, il nous faut des contrôles de qualité. Et donc, par exemple, en Angleterre, il y a un audit systématique chaque année qui aussi commence à prendre en compte des indicateurs de qualité. Alors, les indicateurs de qualité, ça peut être la composition de votre team, le processus, par exemple, mettre en place des protocoles de soins, mais ça peut être aussi la survie en fonction du type de patient que vous avez. Le nombre de patients qui sont mis sous des traitements adéquats, la vitesse de mise sous traitement entre le diagnostic, et toutes ces choses-là sont progressivement implémentées dans la pratique médicale. Et enfin, évidemment, la recherche et l'éducation sont des choses qui doivent être prises en charge par les centres d'hypertension pulmonaire. Alors, on a aussi spécifiquement parlé des centres de CETEF. Donc, le centre de CETEF est basé sur un centre d'hypertension pulmonaire, mais avec certaines compétences additionnelles. Et donc, on voit ici dans l'algorithme diagnostique de la CETEF. Et donc, ça consiste essentiellement en une équipe multidisciplinaire qui va évaluer l'opérabilité du patient, comme Xavier nous a expliqué, et les différentes interventions possibles ou le traitement médical. Et donc, ce qu'on décrit clairement, c'est que de manière à optimiser les outcomes, les centres de CETEF doivent avoir cette équipe multidisciplinaire avec un chirurgien, un interventionniste, un spécialiste de l'hypertension pulmonaire et un radiologue thoracique qui sont entraînés, qui sont éduqués dans des centres à haut volume de ces procédures. Et enfin, pour ce centre CETEF, là, on a des chiffres un petit peu plus substantiés, c'est-à-dire on sait que les résultats sont meilleurs quand on fait plus de 50 ans d'artériectomie par an, et en ce qui concerne les angioplasties, quand on fait plus de 30 patients par an ou plus de 100 procédures par an. Et donc, on manage évidemment aussi des patients qui sont traités uniquement médicalement. Et de nouveau, ces nombres doivent être adaptés en fonction de la taille du pays, la géographie, etc. On a parlé brièvement là, des centres experts en pathologie pédiatrique et on a déjà eu un éclaircissement. En tout cas, dans les guidelines, il n'y a pas de précision sur ces centres spécifiques et leurs compétences en pédiatrie. Dans les centres européens de référence, par contre, les critères d'accréditation comportent des nombres pour le nombre minimum de patients pédiatriques suivis. Enfin, la deuxième partie de mon exposé porte sur les rôles et responsabilisations des patients. Alors, on a plusieurs petits chapitres là-dessus dans les guidelines. Et c'est intéressant parce que ces chapitres ont été développés
avec des patients, donc 2 représentants des patients qui participaient à la task force des guidelines. Et donc, on n'a pas de recommandations, par exemple, pour les patient reported outcomes, donc pour les qualités de vie. Toutefois, on se rend compte qu'ils sont sous-utilisés. On sait qu'on a des génériques et des spécifiques, mais on sait aussi qu'ils ont une valeur pronostique qui est indépendante des autres facteurs. Mais malheureusement, ils sont sous-utilisés et probablement c'est lié à leur complexité, raison pour laquelle, par exemple, l'emphase 10, qui est seulement 10 critères à répondre, assez simple et rapide, a été proposé. Le support psychosocial, là, on a une recommandation, donc une recommandation de type 1, que ces patients doivent être soutenus, ils ont une maladie complexe. Et donc, quand on regarde qu'est-ce qui est écrit dans les guidelines sur cet aspect psychosocial, eh bien, les patients, ils ont un impact psychologique, émotionnel très important lié au diagnostic, surtout s'ils commencent à aller sur Internet pour regarder ce que ça veut dire. Ils sont souvent atteints de dépression et d'anxiété, et ça a aussi des répercussions très importantes sur leur capacité à être intégrés dans la vie professionnelle. Et donc, on recommande de donner du pouvoir à ces patients, de les aider de nouveau à partager les décisions thérapeutiques, de consulter les groupes de patients pour avoir un support psychologique aussi. Et enfin, on doit tenir compte de leurs pronostics parfois défavorables en faisant un peu de planification suivant les différentes évolutions de leur maladie. Il y a aussi un aspect adhérence au traitement qui a été pour les patients auxquels les patients ont contribué. Il y a des facteurs patients, hein, donc le niveau de health literacy, donc connaissance médicale du patient, connaissance de santé, des facteurs liés aussi au médecin qui a plus de disponibilité pour renforcer l'importance de l'adhérence au traitement, et aussi du système de soins avec l'accès au traitement et les coûts. Enfin, on recommande donc de vraiment, en termes multidisciplinaires, de regarder cet aspect de l'adhérence. Aussi, c'est quelque chose qui n'a pas tout à fait sa place peut-être dans cet exposé. Vous allez dire pourquoi me parle-t-elle maintenant de la pregnancy et du birth control? Parce qu'en fait, dans ces guidelines, on est passé d'une recommandation unique concernant l'évitement de la grossesse à un détail très précis sur comment expliquer aux patients au départ d'éviter les grossesses, qu'est-ce qui se passe en cas de grossesse, qu'est-ce qui se passe en cas d'avortement, et quand il faut absolument aider les patients dans cette approche de grossesse, aussi les effets potentiellement tératogènes de ces médicaments. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'était vraiment un aspect très important de nos patients dans leur contribution. Ils ont vraiment voulu qu'on définisse un peu mieux ces aspects de grossesse, étant donné qu'il existe des centres maintenant, pas spécifiés plus particulièrement en Allemagne, qui vraiment ont presque une attitude positive et proposant la grossesse à ces patients. Donc on est encore très réservé dans les guidelines, mais il faut savoir que vraiment les patients sont très activement occupés avec ça et cherchent des avis qui pourraient les autoriser à avoir des grossesses. Enfin, en ce qui concerne la fin de vie, c'est quelque chose qu'en principe on doit déjà évoquer avec le patient au moment du diagnostic, mais pour lequel il faut revenir dans la communication en cas d'évolution défavorable. Et on peut avoir besoin de spécialistes en soins palliatifs pour cette maladie. Ils ne sont pas réservés au cancer. Et c'est vraiment une évolution que d'impliquer les soins palliatifs dans le traitement de ces patients. Et enfin, donc l'importance des associations de patients. Mais ce n'est pas en France que je dois vous expliquer ça. Donc en conclusion, dans les guidelines, on a beaucoup de références au centre PH. En ce qui concerne le cathétérisme cardiaque, le test de réversibilité, également le fast track, hein, donc quand le patient ne va pas bien, directement vers le centre expert. On a des recommandations sur la composition et les processus. On a aussi l'importance d'unités de soins intensifs spécialisées avec vraiment une bonne connaissance de ce qu'est un patient en défaillance cardiaque droite sur hypertension pulmonaire. On a des recommandations pour ces centres de CTEF aussi. Et enfin, donc, en ce qui concerne le patient empowerment, on a
les questionnaires de qualité, le support, le problème de la grossesse, le programme de fin de vie et enfin l'importance des associations de patients. Merci Marion. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ah, une question. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai une question par rapport au centre de compétences. Donc là, c'est très bien, c'est structuré. On a l'impression vraiment qu'on impose des règles fermes et bien définies. Pour les centres, par exemple, qui sont un peu isolés, on est parfois à récupérer des patients qui ont été gérés dans des CHG ou des choses qui n'ont pas été bien encadrées, en tout cas pas des centres de compétences. Donc moi, je m'appuie pour dire, bon, il faut arrêter de faire ça. Maintenant, je vais pouvoir m'appuyer bien sur ces recommandations puisque c'est beaucoup plus solide. Quels outils on peut avoir d'autres quand c'est un peu réfractaire et qui continuent à faire des KT qui ne sont pas bien faits, qu'on doit refaire et qu'on fait prendre des risques à des patients inutiles? Est-ce qu'il y a des règles? Alors j'avais entendu parler d'un décret, on en avait parlé à Respifil, ou est-ce que l'association de patients peut nous aider? Parce que c'est vrai que c'est faire prendre des risques aux patients qui ne sont pas utiles de refaire 10 fois les examens quand ils sont mal faits. Je ne sais pas si vous avez des décrets. En tout cas, en Belgique, c'est le désastre complet en ce qui concerne ça. Je ne vais surtout pas vous donner de conseils. Gérald Simoneau a un avis. Un avis démocratique. En fait, le seul pays où ça marche bien, c'est l'Angleterre. Parce que pour être remboursé des médicaments de l'HTAP, premièrement, il faut être suivi par un centre de référence et puis donc être inscrit dans le registre même, national. Donc à mon avis, et en France, comme d'habitude, on a été à mi-chemin, c'est-à-dire on a créé des centres de référence, des compétences, mais on n'a pas dit quel était leur rôle et comment comment ces centres manageaient les patients. Non, mais le problème est déjà au moment du diagnostic. Je veux dire, chez nous, en Belgique, on a un accès très restrictif à la prescription, mais il n'empêche que les patients, avant d'arriver chez nous, ils ont un trajet qui est parfois un peu pénible. Il y a aussi une chose qui me préoccupe, moi, un peu dans les guidelines à propos de ces compétences. C'est on advise, par exemple, de donner des prostacyclines IV subcutanées pour les hauts risques, mais aussi maintenant pour les intermediate high. Est-ce que tout le monde a la compétence pour ces prostacyclines IV subcutanées? Et alors, on ne donne pas du tout d'instructions dans les guidelines. On n'explique pas comment il faut faire. C'est des processus compliqués. Qu'est-ce qu'il y a un nombre minimum pour bien gérer les prostacyclines? Là, je pense qu'on introduit peut-être un danger. Oui, je voulais juste dire un petit mot. J'avais pas bien entendu ton commentaire, hein, Céline, parce que je suis sur 3 choses en même temps, donc c'est un peu compliqué, mais c'est un commentaire très important et ce que tu viens de dire est important aussi. Alors sur ton commentaire, quand même, on a chacun un rôle de coordination de notre région. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui font mal des choses dans votre région, c'est pas le ministère de la Santé qui va vous régler le problème. Mais par contre, vous êtes centre constitutif ou centre de compétences et vous devez animer régulièrement des réunions, expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est à chacun d'entre nous de s'occuper de ça. Donc ça, c'est, je trouve, un engagement. Hein, et le ministère est sympa en France. Hein. Anne-Sophie Lapointe, c'est vraiment quelqu'un de très proche des patients. Et je pense qu'il y a des gens de la filière dans la salle. Il y a un vrai engagement hein, pour les patients. Donc s'il y a des déviances ou des déviations, soit elles sont très graves. Et ça, il faut y aller fort. Mais si c'est juste des gens qui bricolent un peu, comme c'est ce que j'ai entendu le cas peut-être des fois en Belgique, ben, il faut les voir, il faut faire des réunions locales, il faut faire des réunions régulières. Ensuite, sur le risque que l'on prend à lancer des recommandations sans accompagner ça de recommandations, d'instructions spécifiques, je pense que le risque principal, c'est de ne pas donner l'instruction. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont à risque de mortalité à 12 mois à 30%, ne pas évoquer le fait que ces médicaments doivent être utilisés, c'est une erreur. Ensuite, c'est encore une fois à chacun d'entre nous, dans nos pays, je sais qu'en Belgique, c'est pas pareil qu'en France. En France, je ne suis pas informé que des gens mettent de l'époprosténol intraveineux de façon régulière dans des centres non experts du réseau. Je ne suis pas informé de ça. Alors, je regarde un peu vers mes collègues. Ça peut arriver en post-opératoire de cardiovasculaire, etc. Mais honnêtement, c'est très rare. Donc, moi, je trouve que le côté
administratif, moi j'aime bien le limiter en disant, voilà, il y a un réseau en France, et ce réseau s'empare des sujets. Et on ne demande pas au ministère de nous dire comment il faut faire. Mais il peut y avoir d'autres approches. Je sais qu'en Belgique, c'est très, très autoritaire, hein, quand même. C'est Jean-Luc. Concernant les patients, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour les aidants. Nous, on est rentré dans une grande campagne en France sur l'insuffisance cardiaque avec une place majeure pour les aidants, parce que le préjudice, il est médical pour les patients, il est sociétal aussi, mais pour les aidants, il est avant tout sociétal, professionnel, etc. Est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'il y ait des recommandations aussi faites pour les aidants Donc vous parlez des familles ou des familles, tout à fait, des oui. aidants à domicile. Et je pense surtout à la pédiatrie, en fait, parce que les aidants, c'est quand même les parents. Et... Oui, c'est un domaine qu'on n'a pas touché. Dans les plans de maladies rares, en général, on en parle, mais chez nous, pas spécifiquement. Je ne sais pas si vous avez... Les associations de patients... Les associations de patients sont généralement destinées aussi aux aidants. Enfin, nous, dans nos adhérents, on a autant d'aidants que de malades. D'ailleurs, on a, oui, en effet, on a les intitulés. On a les aidants dans notre intitulé. Donc, nous, on est une association des patients, des aidants et des transplantés suite à une hypertension pulmonaire. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Merci, Marion. C'est donc la fin de cette session, de cette matinée, des journées, et je vais laisser la parole au comité d'organisation pour la clôture définitive du congrès. Je pense que c'est Marc et puis Mélanie qui prennent la parole, c'est ça? Ça se rallume. Voilà, merci Fabrice, merci Marilyn. Super session. Merci aux orateurs et aux oratrices. Je fais attention à tout maintenant. Et on est vraiment très heureux d'avoir pu faire ces 2 jours ensemble. Et encore une fois, ce que j'ai dit hier à l'occasion de ma présentation, je voulais le redire, c'est que c'est vraiment super de se voir ensemble et de se voir ensemble en totalité, non seulement les soignants, les chercheurs, les personnes impliquées dans l'animation du réseau, mais aussi avec les patients. Et donc Mélanie Galland de Wavrin, avec qui on travaille depuis les années 1990 avec Gérald et Olivier et toute l'équipe, elle va d'abord vous dire un petit mot au nom des patients. Alors Mélanie, on s'est trompé, elle est directrice d'HTAP France. La présidente, qui est Maggie Suras, ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc je passe la parole à Mélanie en la remerciant toujours pour toutes les actions qu'elle fait pour les patients et en bonne coordination avec les soignants. Oui, alors en effet, je suis la partie visible de l'association aujourd'hui, mais normalement c'était la présidente qui aurait dû vous parler, et pas Laure Rosé qui n'est plus présidente, mais qui est néanmoins très active, parce que vous allez recevoir bientôt enfin un numéro de Cap-Vert, et c'est elle qui l'a entièrement coordonné, avec l'aide d'une partie d'entre vous également. Donc tout ça pour vous dire que nous, on ne peut fonctionner qu'avec vous. Et donc, bien sûr, on est partant pour la plupart des projets que vous pouvez nous proposer. Quelquefois, vous nous demandez si on connaît un patient qui pourrait être référent dans votre région. En fait, c'est vous qui les connaissez le mieux. Nous, on ne peut pas savoir comment se comportent les gens par rapport à l'équipe, s'ils sont des gens qui ont la maturité, le recul pour pouvoir s'adresser à d'autres malades. Donc, vous avez aussi un rôle à jouer là-dedans. Donc, si vous avez des noms à proposer, et pourvu que les personnes acceptent d'adhérer à l'association, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place, parce qu'idéalement, il faudrait avoir un correspondant régional auprès de chacun des centres de compétences. Donc, on a besoin de votre aide là-dessus. Je voulais vous dire aussi que hier, nous avons eu une réunion de conseil scientifique avec un certain nombre de personnes qui se trouvent ici. Et on a discuté de beaucoup d'idées et de projets dans lesquels vous serez tous sollicités, qu'on a besoin aussi de volontaires pour certains de ces projets. Donc, nous comptons sur vous.
Et puis, je voulais remercier Marion Delcroix qui a quand même bien insisté, qui a apporté de l'eau à notre moulin et que on peut faire beaucoup de choses ensemble, mais si vous ne nous dites pas les difficultés que vous avez de votre côté auxquelles on pourrait vous aider à remédier, ben on peut pas le savoir. Donc on a besoin de communiquer plus. Et une dernière chose, on va recommencer les rencontres régionales prochainement. Donc ça va être Dijon en premier. J'ai parlé à Nantes aussi, on pensait à Nancy. L'année prochaine, il y a aussi le congrès patient qui a été repoussé, qui aurait dû avoir lieu le week-end dernier. Mais donc, vous êtes invités à participer, éventuellement à présenter des sujets et à faire venir les malades et les aidants. Et puis voilà, en fait, ça fait déjà pas mal. Merci. Merci Mélanie encore, hein, beaucoup de dynamisme. On est très impressionnés par tout votre engagement, c'est super. Voilà, et on sera toujours avec vous. Donc, en ce qui concerne le tout dernier mot, donc je voulais remercier le comité d'organisation, Gérald, Olivier, hein, pour la préparation. Il fallait quand même être très visionnaire pour être sûr de pouvoir se réunir aujourd'hui. Donc, merci aux 3 membres du comité d'organisation. Et puis, merci au conseil scientifique, qui a été, le comité scientifique qui a été capable de mettre quelques nouveaux visages. Hein. C'est une critique qu'on pourrait nous faire, c'est de tourner un peu en vase clos. Donc là, on essaye de dynamiser. Si vous êtes vous-même, pour certains d'entre vous, extrêmement dynamique dans un domaine et que vous avez l'impression qu'on vous ignore, dites-le nous, parce que c'est pas volontaire. Hein, donc dites-le nous et on essaiera de vous mettre en avant. C'est un peu, hein, on approche tous d'un certain âge, donc on a besoin de la relève et on compte sur vous. Alors je voulais remercier quand même très chaleureusement les membres du centre de référence de l'hypertension pulmonaire. Ils ont beaucoup parlé, hein, ils ont été très exposés aujourd'hui, ils travaillent sans compter. Hein, tout ce qu'a dit Marion s'est fait dans le centre de référence. C'est très impressionnant. Moi qui je suis impressionné quand j'entends toutes les voies qui sont développées, non seulement la clinique, mais la recherche, l'éducation thérapeutique, l'animation d'un réseau. C'est très impressionnant et Gérald Simoneau a quand même été à l'origine de ça. Et donc, on doit le remercier pour ça. Et nous, on essaye de garder un peu la direction et d'être plus inclusif. C'est-à-dire que vous avez vu, dans la nouvelle labellisation, on essaye d'avoir plus de centres constitutifs, on essaie d'avoir un peu plus de centres de compétences. Les centres de compétences aspirent à devenir centres constitutifs, mais on doit réguler tout ça. Certains centres qui sont des centres associés à des centres de compétences aspirent à devenir centres de compétences. Tout ça, c'est de la politique un petit peu proche du terrain, sur laquelle je dois être très prudent, parce qu'on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre au niveau du ministère. Et donc, j'essaye de faire étape par étape. Et je crois que vous êtes témoin du fait qu'avec Gérald, avec moi, avec toute l'équipe, on est quand même de plus en plus inclusif avec une offre de soins sur tout le territoire, même dans les territoires ultramarins, et pour les patients de tout le territoire qui est extraordinaire. Moi, je suis très fier du centre et du réseau. Alors, la dernière chose que je voulais dire, c'est que certains d'entre vous représenteront leur centre à l'occasion de la réunion du réseau français de l'hypertension pulmonaire cet après-midi. Hein, vous avez reçu des mails. On souhaiterait que chaque centre puisse être représenté directement ou indirectement. Hein, je pense que vous avez tous reçu ce mail. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est qu'il y a eu un petit gag. Mais ceux qui devaient le recevoir pour les centres l'ont peut-être reçu, c'est-à-dire les coordonnateurs officiels de chaque centre qui ont peut-être délégué à un membre de leur équipe. Donc, je ne veux pas induire un malentendu, mais il y a cet après-midi une réunion du réseau. Cette réunion du réseau elle est importante parce qu'on va discuter des PHRC, on va discuter des projets en cours et on va discuter aussi des futures labellisations et du dynamisme à venir du centre. Donc, si par hasard vous n'avez pas été ou votre centre n'a pas été convié, venez voir moi ou Olivier. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus, hein, il n'y a aucun problème. Ceux qui restent l'après-midi ont un petit repas. Ceux qui partent, malheureusement, on n'avait pas le budget pour avoir du repas pour tout le monde. Hein, donc, je vous en informe. Et on revit là, hein, on relance les journées du réseau et on espère pouvoir continuer comme ça très longtemps. La dernière chose, je remercie Overcom, hein, Olivier l'a dit hier, et tous les sponsors hein, qui ont contribué à l'accueil et à la qualité de l'accueil dans ce bel institut. L'année prochaine, on pense vous réunir dans le nouveau bâtiment de recherche de l'Université Paris-Saclay, qui n'est pas au bout du monde, hein, qui est au Kremlin-Bicêtre. Hein, au Kremlin-Bicêtre, on aura un quartier un tout petit peu plus rugueux, mais qui est quand même sympathique. Hein. Il y a des bons couscous, on a des super restos, et
On pourra vous apprendre à ouvrir des voitures sans les clés. Hein. On est très fort. Hein. Donc, globalement, vous verrez... Alors, David, c'est le pire. Hein. David, c'est le pire de l'équipe. Et donc, on a l'année prochaine la volonté de le faire. Vous allez voir, vous allez être impressionnés. Le centre est vraiment flambant neuf avec un amphithéâtre de 300 places. Tous les moyens de communication existent et vont se développer avec la ligne automatique de la ligne 14 en 2024, hein, pas avant. Et globalement, on gardera une action sociale dans Paris. Hein, vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire dormir à Villejuif. Vous allez être bien traités. Et on espère vraiment vous montrer tout le dynamisme du centre de référence et de son environnement. Voilà, bonne journée et bonne continuation.